mais... Je viens de me rendre compte d'un truc. La dernière saison de Stranger Things est enfin sortie. Vous savez toutes et tous ce que ça veut dire? Et oui, il est enfin temps de faire un récapitulatif sur Netflix. La vidéo va être très longue, je sais. Mais plus c'est long, plus c'est beau, hein. Bonsoir et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est Resta Chérie. Bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resta Chérie. Mais pour ça, faudrait que j'arrive à faire des calculs dans ma tête. Ouais, mais non, mec, on s'en bat les couilles total. Ouais, non, je sais pas ce que j'ai en ce moment-là, je suis excité là. Lucie, donne-moi la force. Mais en attendant, là, je dois chier parce que là, à force de la consommer, j'ai envie de la chier par les toilettes là. Allez. Et donc, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resta Chérie. Ça fait très longtemps que je n'ai plus tourné de vidéos comme ceci. Et ça m'a manqué, si vous saviez à quel point. Enfin, bon, j'ai déjà fait 2 autres vidéos, mais c'était 2 vidéos, bon, assez particulières, qui correspondaient pas trop à ce dont vous avez l'habitude de voir. Là, cette fois, c'est bon, vous allez enfin voir une vidéo carrée, une vidéo bien montée, une vidéo bien soignée. Aujourd'hui, nous allons parler de la meilleure plateforme de streaming. Bon, la deuxième meilleure. Bon, la troisième meilleure. Bon, la quatrième. La cinquième. La... On va parler de Netflix, voilà, c'est bon, ça vous convient? Nickel, parfait. Alors oui, on va parler de Netflix, certes, mais comment? C'est vrai que c'est une très bonne question en vérité. Bah, sur plusieurs angles bien particuliers, vous allez voir que ça va être une vidéo assez structurée quand même. D'abord, avant de parler de Netflix, on va bien sûr parler de ses origines, comment est-ce que la plateforme, en tout cas l'entreprise est née, puisque bon, je pense que c'est quand même important de contextualiser un petit peu tout ça et pourquoi est-ce que Netflix est là, pourquoi est-ce qu'il existe, pourquoi une plateforme de streaming en particulier. Et je précise qu'ici, si on parle de Netflix, forcément, on parle de tout leur contenu qu'ils ont publié, à savoir les séries et les films. Sauf qu'ici, dans cette vidéo, nous parlerons exclusivement des séries. On parlera bien sûr des films au moment venu, hein, mais bon, on en parlera vraiment qu'en fin de vidéo. Ce sera pas non plus le plus important dont on va parler, puisque en général, quand on pense à Netflix, c'est souvent au biais de leurs séries que l'on pense. Et je précise, ça fait 2 ans que je prépare cette vidéo. Et demi, hein, si on compte que j'ai vraiment commencé à élaborer cette vidéo à partir de septembre 2022 ou 2023, je sais même plus l'année tellement. Ce qui fait que pendant 2 longues années, j'ai encaissé les séries, je les ai enchaînées pour savoir exactement quels étaient les avis que je devais avoir. J'ai même revu des séries que je n'ai plus revues depuis leur premier visionnage, hein, en quelque sorte, pour vraiment essayer de me faire un avis beaucoup plus constructif que la première fois que lorsque je les ai vues. Et sachez aussi que parmi ce lot-là, j'ai aussi oublié de regarder certaines séries, comme par exemple Lucifer, Black Mirror, même si bon... Quand je vois les critiques de cette dernière, c'est pas du tout des critiques qui me donnent forcément envie. Donc voilà, partez vraiment du principe que je parlerai des séries vraiment les plus populaires. Celles vraiment qui ont marqué Netflix, histoire vraiment de donner l'avis le plus constructif possible sur la plateforme. Et si vraiment vous voulez avoir des avis beaucoup plus constructifs et surtout beaucoup plus complets sur les séries que je vais aborder dans cette vidéo, je mentionnerai les vidéos que j'ai fait sur YouTube à propos des séries en question. Alors certaines vidéos, bon, elles seront pas actuelles avec le temps en question, mais d'autres... Bon, je les ai réactualisés, comme par exemple la série Transformers War for Cybertron. J'avais fait une vidéo à l'occasion de la sortie de Transformers One. Allez la voir hein, si vous voulez, c'est un petit bijou, même si la miniature... Alors attendez 2 secondes. Ah, bah là c'est beaucoup mieux là, hein. À la fin, on fera un petit constat final. On dira exactement que penser de Netflix des programmes qui sont sortis ces dernières années. Et après ça, je vous expliquerai exactement pourquoi est-ce que j'ai abandonné Netflix. D'où le titre que vous avez en bas de la vidéo, quoi. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On commence. Comment est Netflix? Eh bien, face à ces 2 hommes, voilà. Tout d'abord, nous avons Reed Hastings. Le mec, il a un diplôme universitaire en mathématiques, même un diplôme en intelligence artificielle à l'université. Ensuite, il a intégré les marines. Ensuite, est devenu professeur de mathématiques pour se reconvertir en tant qu'entrepreneur. Ouais, sacré CV le gajou. Alors que Mark Randolph, lui, il est passé par tout et n'importe quoi. Le mec, il a commencé à travailler en tant qu'agent immobilier dans sa société à New York. Le mec est carrément engagé dans un label de musique. Puis ensuite, en 1985, il édite des magazines pour les passionnés de Mac. Vous savez, les MacBooks de Apple, etc. Bref, c'est après beaucoup de péripéties à droite à gauche que nos 2 hommes ont décidé de s'associer ensemble suite à une fusion d'entreprises et ont décidé de collaborer ensemble. Ce qui créera en 1997 la société que l'on connaît toutes et tous aujourd'hui, Netflix. Enfin, une société. C'est plus un service qu'une société, disons-le. Et il faut savoir une chose, vous avez bien entendu, on est bien en 1997. Et clairement, 1997, c'est une époque que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître malheureusement. Donc je vais essayer de vous la détailler au mieux grâce au pouvoir du montage. Bon déjà, dites-vous qu'en 1997, il n'y a pas Internet. Enfin... Il y a Internet, mais pas de la façon dont on le connaît. Genre, c'est pas un réflexe d'aller sur Internet pour faire des recherches ou quoi que ce soit. Non, c'était encore l'époque où si tu voulais faire des recherches pour avoir quelques informations, soit il fallait que tu trimes à la bibliothèque, soit il fallait que tu sois connaisseur dans un domaine en particulier.
Dans ces deux cas-là, bon courage. Et puis surtout, les téléphones porto à cette époque-là n'existaient pas. C'était encore les Nokia 3310 qu'on utilisait à cette époque-là. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'application, pas d'Instagram, pas de Facebook. Et puis surtout, il n'y avait pas de plateforme sur laquelle tu pouvais te rendre pour regarder tes programmes préférés. Je rappelle que YouTube à cette époque-là, ça n'existait même pas encore. Pour vous dire à quel point on est à une époque ultra reculée. La seule technique de visionnage que l'on avait à cette époque-là, c'était le format physique. Soit la cassette, la VHS si vous préférez, ou le DVD. Et Netflix, voyant que l'intérêt de tout le monde c'était le DVD et que le DVD représentait l'avenir de notre société, encore aujourd'hui d'ailleurs vous auriez remarqué, et il décide d'investir là-dedans et créer une sorte de site de service de location de DVD. En gros, pour faire une traduction simple, c'est vous alliez dans un site, ce site c'était Netflix, et vous deviez payer telle somme pour avoir un abonnement, environ 5 €. Oui, c'est très peu cher, on parlera du prix un peu plus tard. Sur ce site, tu commandais un DVD, et puis ensuite, une fois que ce DVD était commandé, t'avais juste à attendre ta commande qu'elle arrive en boîte aux lettres, et une fois que c'était fait, t'avais enfin ton DVD auquel tu pouvais avoir accès et regarder le film que tu voulais sans aucun problème, en étant tranquille, pépère, là c'était la haie et tout. En gros, vous aviez un DVD, c'était à vie, et tout le monde avait à y gagner son compte, tout ça pour un abonnement de plus de 5 €. Et là déjà ce qu'il faut retenir c'est que Netflix a été mis en place par des investisseurs, à savoir deux mecs qui ont des expériences professionnelles complètement différentes les uns des autres, qui se sont dit que ce serait bien de collaborer ensemble pour pouvoir faire du business. Et ce n'est qu'en 2002 que Netflix sera introduite en bourse. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, disons qu'en gros, Netflix commencera petit à petit à vraiment devenir une entreprise. Elle commencera vraiment à prendre de l'ampleur au sein du monde entrepreneurial et commencera à avoir de la valeur auprès des grandes sociétés, auprès des grands studios qui voudront racheter Netflix. C'est-à-dire qu'à l'époque, Netflix c'était vraiment une marque que beaucoup d'entrepreneurs voulaient s'acquérir. Et il faudra vraiment atteindre 2006 pour que Netflix atteigne les 5 millions d'abonnés. Là, à ce stade, se dire que Netflix ne prenait pas de l'ampleur à cette époque-là, c'est un petit peu un euphémisme puisque c'est vraiment la période où Netflix commençait vraiment à devenir gros, à devenir une grande boîte. Et forcément, qui dit grande boîte dit aussi grande collaboration. Vu que Netflix vend des DVD, du coup ça veut dire qu'ils vont devoir aussi signer d'autres partenariats avec les propriétaires de ces films en question, que ce soit Universal, Paramount, Warner Bros, 20th Century Fox, Disney et bien d'autres encore. Et ce n'est qu'en 2007 que le streaming est enfin lancé pour eux et Netflix peuvent enfin diffuser leurs films en ligne. Et ça, on s'en rend pas compte sur le long terme, mais c'est une révolution. Imagine, tu payes des DVD 3 à 5 € juste pour voir un seul film. C'est-à-dire par DVD tu payes 3 €. Là, pour Netflix, c'est simple. T'as un abonnement de quoi 5, 6, 7 $ à peu près. Ouais, parce que c'est pas des euros, j'ai oublié de préciser, c'est des dollars, vu que c'est en Amérique. Ouais, là, je rappelle, c'est 5 $ ou 7 $ par mois pour tout un catalogue. Vraiment, tu payes tout. Enfin, tu payes juste une poignée de dollars pour voir un entier catalogue. C'est une révolution. Ça fait même peur à certaines industries. Pour l'instant. Et à partir des années 2010, c'est aussi simple que ça, Netflix commence à vraiment prendre énormément d'ampleur puisqu'il passe dans tous les pays. Tout d'abord au Canada, ensuite il y a les Caraïbes, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le reste de l'Europe, même l'Afrique, bref, Netflix devient disponible partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Et ouais, c'est une origin story très courte. D'ailleurs, pour une fois qu'une origin story d'un projet ne dure pas plus de 10 minutes, c'est bien aussi des fois, mais en même temps, là je suis en train de parler de partenariat, d'entrepreneuriat, etc. Enfin, je parle vraiment du côté business de Netflix. Vous comprenez que c'est pas du tout dans le style de la chaîne YouTube. Le style de la chaîne, c'est vraiment de parler des projets d'un point de vue artistique. Vraiment d'un point de vue du style, d'un point de vue vraiment. Le but, c'est pas parler de business, tu vois. Même si bon, on le fait souvent sur cette chaîne. Mais ça, c'est quand on en est vraiment contraint et quand ça importe vraiment aussi le narratif des intrigues, des films et des séries qu'on traite. Je suis pas là pour vous parler de comment est-ce que ça se passe en entreprise, qu'est-ce qu'ils ont engagé à tel moment, etc. Comment se sont passées les collaborations avec les deux créateurs, etc. Je suis vraiment là pour vous parler de comment est-ce que Netflix a vraiment été créé et comment est-ce qu'il a pris de l'ampleur d'année en année. C'est vraiment ça le but. Et là, maintenant, j'ai fini. Du coup, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Là maintenant le plus important ça va être de parler des séries qui sortent maintenant. Puisque c'est vraiment, je dis bien vraiment à partir de 2013 où Netflix se sont dit, bon les gars, là on est en train de produire des séries et des films à longueur de temps à des gens etc. On est d'accord. Et si on faisait nous-mêmes nos propres films et séries pour prendre de l'ampleur sur le monde du cinéma? Excusez-moi, j'ai le nez qui coule là. Et ils ont commencé à percer avec Orange is the New Black.
Il y a eu d'autres séries, mais c'est celle qui vient le plus à l'esprit, et surtout celle qui a vraiment le plus pris d'ampleur. Après, il y a eu House of Cards, mais je l'ai pas vu cette série. Et puis surtout, j'ai pas envie de voir une série avec un harceleur sexuel en guise de héros principal, s'il vous plaît. Le principe de la série, c'est quoi? Eh ben, c'est très simple. Vous prenez une meuf issue de Gossip Girl ou de Desperate Housewives et vous la foutez en prison. Voilà. En prison avec des meufs harceleuses sexuelles et surtout violeuses. Ensuite, vous avez des trafiquants de drogue, des meufs qui sont là à cause de leur papier et tout simplement à cause de leur couleur de peau. Ah, il vous en faut encore? Bah pourquoi pas rajouter des gardiens qui pour certains sont soit des obsédés sexuels, ou soit des manipulateurs, ou alors au pire, des gens qui sont en plein abus de pouvoir, ou qui pour d'autres peuvent au contraire être totalement sympathiques et avoir souvent des relations sexuelles avec des détenus. Ouais, c'est à ce point-là glauque, hein, alors que pourtant la série elle a pas du tout l'air très... Après, ça datait d'un livre, donc si ça se trouve, le livre est encore plus sombre et plus dark. Là, l'objectif de Netflix, à ce stade, c'était très clair. Montrer non seulement de quoi est-ce qu'ils étaient capables au reste de l'industrie, et surtout leur montrer que, non, on n'est pas des petits nouveaux ou des petits gens qui sont capables de faire de la merde ou quoi. On sait engager des gens de talent, on sait les mettre en avant, et voyez exactement ce qu'on peut faire. Une série comme telle. Parce que oui, Orange is the New Black, c'est vraiment une très bonne série. Des personnages attachants, avec des rôles très bien répartis, une action qui ne nous perd absolument jamais, aucun dynamisme de lieu, etc. ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment une série qui prend le temps de développer ses personnages, qui prend le temps de bien les écrire, qui prend le temps de bien savoir les mettre en avant les uns après les autres, tout en créant plusieurs dynamiques de groupe qui sont capables de se contredire entre elles et surtout créer des conflits de valeurs entre chaque personnage. Vraiment, rien que pour ça, Orange is the New Black est une très bonne série et très bien écrite. En fait, j'irai plus loin jusqu'à dire que, à mes yeux, Orange is the New Black, c'était une série qui pouvait totalement se mettre en concurrence avec Game of Thrones et The Walking Dead. Oui, oui, les deux séries géantes qui ont percé dans les années 2010. J'y vais jusque là, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que j'en ai à foutre? Et si vous voulez savoir pourquoi est-ce que Piper Chapman, la personnage principale de la série, a fini en prison, c'est tout simplement parce qu'elle s'est retrouvée dans un trafic de drogue avec son ex-copine. Voilà. À la base, elle vivait bien avec son mec, hein, ils avaient une belle vie, etc. Son mec, en plus, il est écrivain, donc pour vous dire à quel point ils avaient une belle vie. Non, la meuf finit en prison pour trafic de drogue, tout simplement. Voilà. Impliquée dans un trafic de drogue, je précise. Rajouter en plus de ça, avec un triangle amoureux avec son mec et son ex-copine qu'elle a retrouvé, mais qu'au final, elle sait pas si elle se sent bien avec elle, etc. Ou alors si au final, elle se sent mieux avec son mec. Finalement, est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est bisexuelle ou quoi que ce soit. Bref, c'est vraiment une série ultra prenante qui sait jouer sur les drames des personnages. Et plus tu connais les personnages que tu fréquentes, sachant que pour la plupart d'entre eux, tu connais même pas leurs crimes, ou alors pour la plupart, tu arrives à les deviner pour certains, mais de l'autre, soit tu arrives à t'attacher à certains, alors que si ça se trouve, ils ont commis des crimes encore plus graves que ceux qui sont littéralement dangereux et qui font peur, littéralement. Hein. J'aurais déjà des trucs à dire rien que pour la 3e saison, enfin, non, juste la 4e saison à peu près, puisque à la fin de la 3e saison, on nous vend des personnages qui sont enfin libres d'aller vagabonder où est-ce qu'ils veulent, une fois que y a eu une faille dans une grille, tout ça juste parce qu'il y a un poulet, il s'est dit que c'était une bonne idée d'entrer, de sortir dans cette prison quand il le voulait. Ouais, ça peut aussi être absurde, hein, ce genre de série, je vous assure. Puis ensuite, tu te rends compte qu'à la fin de la saison 4, on retourne au statu quo de base, à savoir nos mêmes personnages principaux, pour la plupart, qui se retrouvent à la case départ. Ouais, là, j'avoue, c'est partie là de l'histoire, j'ai pas trouvé très bien écrite personnellement. Toujours est-il que le succès de la série est immense et attire encore plus de fans de Netflix et surtout de nouvelles personnes fans de séries télé de base qui du coup alimentent la programmation de Netflix et continuent de la faire propager à travers le monde. Et ça, c'est cool. Mais là vient une série. Parce que oui, j'ai pas cité les deux autres parce qu'il y a une série en particulier qui sortira du lot. Et quand je dis qu'elle sortira du lot, c'est... On s'en rend pas compte. Déjà, nous sommes en 2016. Rien que le trailer, il annonce à peine la couleur. Déjà, on est sur une ambiance un peu sombre, un peu dark. On parle d'un enfant qui aurait disparu à cause de phénomènes paranormaux, etc. Des enfants vont enquêter. Il y a une jeune fille qui est mêlée à cette histoire. Bref, ça a l'air hyper captivant et hyper prenant au point que le trailer fera le million de vues à sa sortie. Là, c'est simple. Netflix, ils sont passés d'une petite plateforme qui fait parler d'elle grâce à des séries plutôt qualitatives à une plateforme qui nous fait dire que Netflix, ils se prennent au sérieux là, ça y est. Là, ils étaient à peine en train de se chauffer là, c'est dingue. Stranger Things sort et c'est un phénomène mondial. La série la plus vue de la plateforme encore aujourd'hui. Rendez-vous compte. Là où les autres séries avaient un style qui paraissait d'autant plus banal et surtout était conformiste par rapport aux séries qui sortaient à l'époque, Stranger Things, là où il se démarque, c'est par son style artistique et visuel. La série déjà, elle se passe dans les années 80. Bon là déjà,
j'ai tout dit. Il faut savoir qu'à la base, Stranger Things, ça devait être un projet plus proche de Tchernobyl, c'est-à-dire une série un peu plus sombre, un peu plus dark, censée se centrer sur les personnages principaux déjà, mais dans un milieu beaucoup plus austère, beaucoup plus industriel, histoire vraiment de montrer le danger que peut avoir Tchernobyl par exemple dans la série Tchernobyl, mais surtout quel danger peut y avoir dans le milieu de laboratoire, etc. Bref, c'était pas un projet qui avait l'air très ambitieux. Mais le côté années 80 a attiré les auteurs, à savoir les deux Provers, qui eux ont une certaine nostalgie auprès des années 80 et se disent putain, ce truc qui se passe dans les années 80, il y aurait peut-être quelque chose à faire, il y aurait peut-être quelque chose à raconter, quelque chose en plus. Du coup, ils y ont inclus des enfants, inclus des personnages jeunes, et petite confession à vous faire, spécialement pour vous, c'est la première fois que je vois des acteurs enfants aussi bons depuis Harry Potter. Et je pèse mes mots. Mais là, je vous parle des années 80 comme si, en gros, les mecs, ils allaient mettre des références un peu comme dans Pixel, par exemple. C'est-à-dire, hey, vous avez vu, ça, c'est une référence à Dragon Slayer. Vous connaissez Dragon Slayer? Hey, vous avez vu, là, il y a une référence à E.T. l'extraterrestre. Vous connaissez E.T. l'extraterrestre? Bah, tenez, c'est une référence à E.T. l'extraterrestre. Vous avez vu qu'on connaît E.T. l'extraterrestre? Regardez ça, c'est une référence aux Goonies. Vous connaissez les Goonies? Attendez, oui, je reprends ma respiration parce que là, ça fait beaucoup. Et Stranger Things, ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors certes, ils présentent ces références-là des années 80 à aujourd'hui, mais pas juste pour montrer que les mecs, ils ont la rêve. Juste pour montrer que ça sert vraiment le récit. Par exemple, Eleven qui élève un camion et qui fait voler ses personnages sur des vélos comme dans E.T. l'extraterrestre. Oui, c'est une référence à E.T. l'extraterrestre, certes, mais ça sert aussi le récit et ça sert aussi la fuite. Et surtout, c'est cohérent avec le fait que Eleven a regardé beaucoup de programmes sur la télévision lorsqu'elle était toute seule. Vous aimez les Goonies? Et ben, on va vous présenter 4 autres personnages qui auront leur propre personnalité. Déjà, nous aurons un mec qui aura un petit peu la tête de leadership, un autre mec qui sera un peu timide et un peu plus introverti que les autres et qui se montrera beaucoup plus fan et beaucoup plus geek que les deux autres. Nous aurons le mec ultra réaliste qui voudra voir les choses vraiment du bon oeil, mais de l'œil de la façon dont on est réaliste, et l'autre qui est geek à fond, à mort, et qui surtout aime rêver et aime être idéaliste. Et c'est vraiment le mec un peu introverti qui sera vraiment mis de côté, tout simplement parce que il n'aurait pas servi à grand chose dans l'intrigue. Vous savez, dans ces films d'horreur que l'on a toutes et tous regardés, c'est toujours le personnage un peu fragile, un peu timide qui survit à la toute fin de l'histoire, tout ce que l'on appelle la survival girl. Là, dans Stranger Things, on a inversé les codes et c'est le personnage le plus timide et le plus faible qui se fait kidnapper. Du coup, on a encore plus peur pour ce personnage que l'on aurait pu en avoir peur au sein du groupe. Tout simplement parce qu'on ne sait pas par qui est-ce qui s'est fait kidnapper, on ne sait pas par qui est-ce qui s'est fait enlever et surtout, on ne sait même pas ce qui lui arrive et on sait surtout que c'est un personnage faible à qui il pourrait lui arriver tout et n'importe quoi. Et ça, c'est trop intéressant. En fait, c'est une série qui a beau se passer dans les années 80, elle arrive à aborder des thèmes qui peuvent être intemporels et peut accéder à notre culture à nous d'aujourd'hui. Et c'est cette série qui va introduire l'histoire de la Mystery Box. Vous savez pas ce que c'est l'histoire de la Mystery Box ? Je vais vous expliquer plus en détail. Ça a été élaboré par J.J. Abrams dans les années 2000, notamment avec la série Lost. Il explique, d'après une conférence qu'il a eue il y a quelques temps de cela, que la Mystery Box, c'était une boîte mystère qui devait être introduite dans l'intrigue sans pour autant y révéler son contenu. Résultat des courses, les personnages dans l'intrigue essaient de savoir exactement ce qu'il y a dans cette boîte et essaient de résoudre un mystère en question. Et nous, en tant que spectateurs, on essaie de savoir nous aussi ce que c'est que cette Mystery Box, histoire de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, et du coup, un mystère est posé, puisqu'on essaie de se demander qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette boîte et quel est le mystère d'une série. Exemple, dans Lost du coup, nos héros atterrissent sur cette île, et dans cette île, il se passe des choses ultra mystérieuses. Pourquoi est-ce qu'il y a une fumée noire? Pourquoi est-ce qu'il y a un ours polaire qui se balade alors que les ours polaires, ça vit dans les milieux froids? C'est ça, la Mystery Box. Poser un mystère sur une série et c'est aux spectateurs et aux personnages d'essayer de l'élucider tout du long. Tout ça pour dire que Stranger Things arrive à l'apogée de cette histoire de la Mystery Box, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte et surtout qu'est-ce qu'elle contient. Bon, au final la boîte, c'est un peu les phénomènes étranges qui se passent autour d'Hawkins, la ville fictive de l'univers de Stranger Things, et surtout qu'est-ce qui se passe dans cette espèce de laboratoire un peu étrange où t'as des scientifiques qui bossent sur une espèce d'extra-dimension, où t'as une espèce de démon à tête de plante qui décide de dévorer des gens autour de lui. Car oui, c'est aussi ça le point fort de Stranger Things. Il nous fait croire que ça va être une série ultra innocente avec plein de références, etc. Mais au final, c'est là qu'on vous tend un piège. Parce qu'on vous fait comprendre que les années 80, c'était certes un peu l'enfance, l'ignorance, etc. Mais on se rend compte que les années 80, il y avait aussi des œuvres ultra violentes et ultra graphiques. Enfin bref, je vais pas revenir en détail sur cette thématique-là, parce que ces mecs-là, enfin en tout cas l'avocat qui se trouve dans cette vidéo, en parle beaucoup mieux que moi à ce sujet-là. Donc allez voir cette vidéo, elle en parle mieux. Et bon, on a vu que le public était émotionnellement investi dans les séries qu'il regardait. Et pourquoi est-ce qu'on ferait pas une série où là, au lieu de parler d'un enfant qui a disparu, on parle littéralement d'un ado qui s'est suicidé? Enfin, une ado du coup. Si, je fais bien référence à 13 Reasons Why. Et spoiler alert, c'est ma série préférée de toute la plateforme. Enfin,
jusqu'à ce que... On en parle après. Bon, c'est quoi l'histoire de 13 Reasons Why du coup? Bah comme je vous ai dit, c'est l'histoire d'une meuf qui s'est suicidée, Anna Baker, une meuf qui s'est suicidée, mais au lieu de juste se suicider en laissant aucune raison ou juste un petit testament en papier, elle s'est dit, bon, j'ai écouté le testament de Roth et je vais en faire un album en 13 cassettes bien précises. Ouais, parce qu'un album, j'ai demandé à sa SACEM, je leur ai dit c'était pas ouf, et du coup ça va être Clay Johnson, un des personnages principaux de cette série qui était très attaché à la personnage d'Anna Baker, qui va devoir écouter ce long testament de 13 cassettes au total. Ouais, ça risque d'être très long, et puis... Elle s'est dit que ce serait une bonne idée de faire 13 cassettes, enfin 7 cassettes mais avec plusieurs faces, du coup ça fait 13 faces si tu fais calcul, mais... Et chacune de ces cassettes correspond à 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée, et c'est aux 13 personnes qui sont responsables de ce suicide qu'elle a décidé de faire écouter ces mêmes cassettes à chaque personne autour de lui, histoire de... autour d'elle, et c'est à chacun de ces personnages de se remettre en question sur le suicide de cette même personne, pour savoir exactement jusqu'où est-ce que le suicide peut aller. Mais bon, moi je pense surtout qu'elle a écouté Testament de Roth et elle s'est dit, je vais faire pareil, tout un album mais avec 13 cassettes. Pense à la mort constamment, c'est le dernier testament, rédigé consciemment, fait comme si j'étais mort récemment. Je pense que artistiquement, la saison 1, et je dis bien la 1, oui vous m'avez bien entendu, est la série la mieux aboutie artistiquement de toute la plateforme Netflix. Il y en a bien une, mais on y reviendra après. Déjà, artistiquement, on n'a rien à voir avec les teenage movies que l'on pouvait voir dans les années 90-2000. Là, on est vraiment sur une série moderne, qui correspond parfaitement à son époque et qui arrive à différencier deux époques bien distinctes. Je vous ai déjà parlé de l'étalonnage à chacune de mes vidéos, mais bon, je pense qu'il est enfin temps de vous en donner une véritable définition. L'étalonnage, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, c'est le choix des couleurs de vos vidéos. Parce que oui, lorsque vous regardez un film, vous avez sûrement remarqué que chaque couleur était plus prédominante les unes des autres. Tout comme vous avez des films avec des dominantes de gris, des dominantes de bleu, des dominantes de jaune, de rouge. Et dans 13 Reasons Why, nous avons les flashbacks, à savoir les moments avec Anna Baker, où on a des couleurs un peu chaudes, à savoir le jaune orangé ou alors le orangé un peu rouge à certains moments, histoire de montrer que tout va bien, que c'est une plutôt bonne époque, et que la seule qui vit mal cette époque-là, c'est Anna. Ce qui fait que quand elle part et qu'elle laisse un petit peu un vide après son suicide, on passe sur des teintes un peu plus bleutées, avec des couleurs un peu plus foncées, un peu plus neutres, un peu plus... Voilà, juste bleuté. Ainsi, on arrive à créer vraiment deux époques différentes pour deux personnages bien distincts. D'un côté, Anna qui vit ses tracas du quotidien de l'époque, et de l'autre, Clay Johnson qui essaie un petit peu d'élucider tous ces mystères. Et tout ça est parfaitement bien retranscrit avec la couleur. Grâce à la couleur, on sait à quelle époque on se situe, on sait à quel moment est-ce que telle chose s'est passée. Car oui, sachez que parler de l'école aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose que parler de l'école à l'époque, et la série nous le fait parfaitement comprendre. Si à l'époque on nous montrait des sitcoms où on nous montrait des personnages un peu victimes qui se faisaient harceler, mais au final on apprend que c'est eux les héros principaux, et 13 Reasons Why, c'est tout l'inverse de ça. On nous montre que des personnages se font harceler ou sont responsables de harcèlement à certains moments, mais on nous fait comprendre la gravité de ce que cela peut causer sur les élèves. Qu'est-ce qui se passerait si l'un prendrait le dessus sur l'autre juste histoire de le faire chier, de lui faire plaisir? Jusqu'où peut s'arrêter le jeu lorsqu'on se rend compte que le jeu fait du mal aux autres? Est-ce que prendre des photos de quelqu'un, au final, juste pour son propre plaisir personnel et pour son propre compte, ce n'est pas quelque chose qui viole un petit peu l'intimité de la personne qui s'est fait prendre en photo sans son consentement qui plus est? Jusqu'où est-ce qu'on peut s'amuser dans une soirée entre potes lorsqu'il y a des choses qui finissent par dégénérer? Et au final, est-ce que l'alcool c'est bon à consommer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de s'amuser que l'alcool finalement dans la vie? Et puis même, jusqu'où est-ce que le suicide de quelqu'un peut nous faire pousser à accomplir les pires actions possibles s'il le faut? Ouais, c'est en ça que cette série est incroyable. Elle nous remet en question sur notre propre attitude dans le milieu scolaire, remet en question les parents et surtout leur façon d'éduquer leurs propres enfants qui, eux, vivent leur propre aventure de leur côté en étant beaucoup plus secrets et surtout en ne dévoilant jamais leur propre vie privée, au point que même l'éducation est remise en question dans ses propres actes, à savoir, est-ce qu'on fait de notre mieux pour protéger des élèves qui au final vont à l'école, mais juste pour apprendre et avoir un avenir? Mais au final, à quoi ça sert d'avoir un avenir si leur présent est déjà autant entaché? C'est une série qui a fait énormément écho auprès de ma génération et encore aujourd'hui ces thèmes sont remis en question et je pense même devraient l'être encore plus, surtout au vu de la prochaine génération qui arrive parce que putain, les mecs déjà ils ont l'IA, ils ont TikTok, ils ont toutes ces conneries là. Les gars, montrez-leur cette série, je pense qu'ils vont en avoir besoin. Quand j'ai regardé cette série, je m'attendais vraiment à voir une série policière à la, je sais pas moi, à la Esprit criminel ou à la Complément d'enquête ou une connerie dans le genre. Au final, que nenni, j'ai vraiment une série originale avec un style original et des personnages originaux, le tout dans un environnement que l'on n'avait encore jamais exploré jusque-là et en abordant des thèmes ultra sensibles qui sont, j'ai l'impression, la plupart du temps tabous dans notre société. Et ça,
Ça, c'est une bonne chose et je pense même que ça devrait plus aider notre société aujourd'hui. Et vous vous étonnez après que cette série ait eu énormément de succès sur la plateforme et donc sur les réseaux sociaux. Il y a même un forum qui a été ouvert, à savoir le 13reasonswhy.info. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois en début d'épisode de la série, vous avez toujours un disclaimer qui vous dit si vous vivez des thèmes un peu similaires à ce que vous voyez dans la série, consultez tel site pour qu'on puisse vous aider pour voir exactement comment est-ce que vous vous en sortez dans votre vie, etc. Si vraiment vous êtes sensible à ce genre de thème ou alors que vous êtes vous-même victime de ces genres d'événements que vous traversez en milieu scolaire, n'hésitez absolument pas à vous renseigner auprès de numéros codés, etc. pour vraiment vous aider à au mieux améliorer votre vie, parce que en parler ça changera peut-être pas les choses, mais ça permettra déjà de se libérer un minimum. Je suis un poète, je sais. Et donc, face à ce succès, vous vous en doutez, qu'est-ce qu'a pensé Netflix de tout ça? Jusqu'à maintenant, nous avons fait que nous échauffer. Nous avons montré à l'industrie de l'audiovisuel de quoi est-ce que nous étions capables. Mais maintenant, il est temps de montrer vraiment au studio jusqu'où est-ce que nous sommes capables d'aller. Jusqu'où est-ce que nous sommes capables de créer des œuvres qui sont capables d'impacter le reste du monde. Nous avons touché une large partie du public. Maintenant, nous allons les choquer et les sublimer. Et dès lors, nous serons au sommet du monde et nous le gouvernerons d'une seule poigne. Notre vengeance est en marche. Et ainsi naît la Casa de Papel. Et ouais, lui-même, pour vous servir. Alors déjà, il faut savoir une chose à propos de ce programme. À la base, la Casa de Papel, ça devait être une série diffusée en Espagne dans des petites chaînes espagnoles locales. C'est-à-dire, c'était pas une série qui devait être internationale, ni même intermondiale et gouverner le reste du monde. Non, ça devait juste être une série diffusée en Espagne. Seulement, le gros problème, c'est que la série a énormément flop là-bas. Netflix se sont emparés du programme et ont amélioré le dernier point qui manquait à cette série pour être mythique, le montage. À la base, chaque épisode devait faire plus de 50 minutes au total, voire même plus de 1 heure si on voulait les compter. C'est pour ça que vous aurez remarqué que certains crossovers ne sont pas placés au bon moment, etc. Bref, en tout cas, c'est ce que les monteurs de chez Netflix, ils ont remarqué. Résultat des courses, ils ont carrément décidé de tout améliorer, de tout refaire, et pas d'avoir une seule saison pour cette série, mais de la diviser littéralement en 2. Oui, même à cette époque-là. On reparlera de la fois où Netflix, ils ont voulu tout diviser en 2. Parce que cette série, elle avait tout. Elle avait un concept, à savoir des braqueurs qui s'habillent en rouge avec des masques d'Italie, histoire de braquer toute une banque d'Espagne, histoire de se faire un énorme fric et créer le plus gros braquage du siècle. Un professeur à la tête de toute cette équipe, histoire de les diriger, de faire en sorte à ce que personne ne fasse de grosses conneries. Mais les cliffhangers, c'est-à-dire les épisodes qui sont censés annoncer l'épisode suivant et nous laissent sur le cul jusqu'au prochain, à la base, ils étaient placés au mauvais endroit, puis au mauvais moment, puis ensuite il y avait tel personnage qui faisait ci, mais en même temps on a pris des épisodes plus tard qui faisait ça. Enfin bref, c'était un montage qui nous perdait énormément, et c'est pour ça que la série n'a pas énormément marché en Espagne. C'était juste une question d'équilibrer les épisodes et de vraiment les refaire et essayer de les remonter. Du coup, au lieu d'avoir une saison entière avec 10 épisodes, d'épisodes interminaux qui n'en finissaient pas, on en fait littéralement une série de 2 saisons, histoire de rendre le truc beaucoup plus ergonomique, et surtout, au lieu d'en faire des épisodes de plus de 50 minutes, on en fait des épisodes près de 45 à 50 minutes, histoire de rendre le truc beaucoup plus concis. Et au lieu d'avoir un énorme succès, Casa de Papel es la historia de un fracaso. La serie fracasó. c'est Bueno, chicos, venga, ya nos veremos en otros proyectos. Y de repente... devenu un énorme. C'est une manifestation contre la corruption à Rio de Janeiro. Une manifestation contre la hausse des taxes dans les services publics. Paris. Le sommet du G20 à Hambourg. Fait La Casa de Papel est la nouvelle série à la mode, celle qui se retrouve au cœur de toutes les discussions. no. Je ne pense pas m'être autant attaché à des personnages dans une série depuis très longtemps. Man. J'adore Casa de Papel parce que j'adore ces personnages. Et j'ai envie de les revoir, c'est juste ça. La chanson Bella Ciao, qui devait à la base être un chant de résistant italien, histoire de se rebeller contre une société et surtout une prise de pouvoir qui faisait qu'être néfaste envers le peuple, s'est transformée en un véritable hymne et a prôné la révolution dans le reste du monde. Et quand je dis le reste du monde, c'est vraiment le reste du monde. À ton réveil, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. What the hell are you doing out here, Fred? No!
avait pas une seule personne à cette époque-là qui ne parlait pas de la série. Il n'y avait pas une seule personne à cette époque-là qui a dit La Casa de Papel. C'est quoi cette série de choucroute cragla, de médo là? C'est quoi ça? Ça sort d'où? En fait, c'est simple. Ce sera tellement un phénomène qu'il arrivera en deuxième place des séries les plus regardées, juste derrière Stranger Things. Et à cette époque-là, c'est énorme. Vous n'imaginez pas le phénomène que c'était. Et je pense que certains d'entre vous, ils étaient là pour en parler. Mais du coup, qu'est-ce qui faisait que ça marchait? Eh bah, les personnages. Tout simplement. Déjà, chaque personnage ont chacun et chacune des noms de villes. Ce qui fait que du coup, tu peux directement les identifier sans te prendre la tête. Tokyo, c'est la meuf un peu impulsive et qui aime se tontiner un peu. Rio, c'est un peu le genou et qui est un peu têtu et qui aime utiliser l'informatique. Moscou, c'est le mec vraiment la grosse beubare qui est froid mais pas trop calculateur non plus, mais qui sait faire preuve d'empathie à chaque moment comme si c'était un nounours. Berlin, c'est le mec en sentiment de supériorité un peu pervers et narcissique et sociopathe qui aime s'en prendre à tout le monde et prendre le commandement sur les autres et montrer sa supériorité. Et si tu ajoutes à ça les policiers qui sont eux aussi impliqués dans les histoires des criminels ainsi que du professeur qui lui reste en retrait et surveille de l'extérieur le braquage, et t'as affaire à une série qui est ultra polyvalente et sait mettre en avant ses personnages sans vraiment montrer qui est le gentil et qui est le méchant. D'un côté, t'as Raquel, une inspectrice qui souhaite arrêter des criminels parce que elle criminel c'est méchant. De l'autre, t'as un autre inspecteur qui a développé des sentiments amoureux pour la même inspectrice, mais sauf que elle voit quelqu'un d'autre sans se rendre compte qu'en réalité c'est le professeur. Et de l'autre, du côté de nos criminels braqueurs préférés, là aussi t'as des alchimies qui commencent à entrer en contradiction les unes envers les autres, comme par exemple ce mec qui tombe amoureuse de la directrice de la banque parce qu'en réalité ils ont des histoires quoi que ce soit, sachant que cette même directrice elle était en embrouille avec l'autre mec qui gère les finances, etc. Sachant qu'en plus elle a eu un adultère avec ce dernier. T'as Nairobi qui à chaque fois entre en embrouille avec Berlin pour vous dire si elle veut le commandement ou pas, sachant que le mec qui à chaque fois il a l'air d'être un peu plus incompétent au fur et à mesure du temps, soit voulant se débarrasser d'autres membres, soit en disant que tel autre membre ne sert à rien ou une connerie dans le genre. En fait, si je devais résumer la Casa de Papel en une seule phrase, ça serait les anges de la télé-réalité si je faisais un braquage. Ah ouais, je te jure ma gueule, on pourrait mettre des extraits, je te jure ça collerait. Tu connais le mot humour? U-M-O-U-R. J'en ai marre, d'être dans la même villa de mon ex. Il est là, rien que de l'entendre, je ne supporte pas, je peux plus me le voir en teinture. J'ai prévu quelque chose. Ouais. Oui, tu vas adorer. Faire de l'équitation, dis-moi que c'est ça. Si c'est ça, c'est bon, je suis trop heureuse. Non, on va faire du cheval, qu'est-ce que tu racontes? On va faire quoi? Du cheval? Mais c'est de l'équitation, le cheval. Ah, oui, moi si tu veux. J'ai appris quelque chose de Beverly. Incroyable, on apprend tous les jours. Merci Beverly, l'équitation c'est du chevaux. Quand je vois le nombre de billets qui sont collés au mur, je me dis, ça va être compliqué de retrouver le billet de 10 € d'Amélie. Là, autant chercher une épingle dans une boîte de fées. Moi, clairement, cette histoire, elle me fatigue. Du coup, je décide de l'attendre dans ma chambre et de m'apaiser parce qu'au final, moi, j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Et là, ça en est vraiment trop pour moi. Je peux pas manger des couronnesses de moutons, c'est pas possible. Ça me dégoûte. C'est là où il y a les petits spermatozoïdes, c'est là où il y a les bébés des moutons. Là, je me fais des films psychologiques dans ma tête. Je me dis que si j'avale une couronnesse, à tout moment, je vais tomber enceinte de mouton. Franchement, se dire qu'aujourd'hui, à côté de ça, il y a des mecs, ils sont sur TikTok et regardent des IA de télé-réalité avec des fruits qui s'entremêlent et qui ont des histoires un peu similaires ou quoi. Et franchement, les jeunes, quittez votre merde, niquez-vous en fait. C'est bon, hein, parce que si c'est pour avoir une époque comme ça, je vous assure, je vous nique. Regardez la Casa de Papel, les gars. Tu m'étonnes, après, ça se fait des covers de Bella Ciao au point d'en faire des remixes et même des morceaux rap tellement ça a de l'indulgence. Trop pas gêné comme le professeur. De mes sons, je fais une confession. Les otages sont tous là et personne manque à l'appel. Crois-moi qu'on va le faire à la Casa de Papel. Fii mein Panamera fell an, je dans mein plan nach la Casa de Papel. Merde, professeur, faut qu'on le fasse, j'ai des projets. Moi, la rue m'a mis que des feintes et des crochets. Sur Pépé, t'es pas belle. Je préfère Tokyo dans la Casa de Papel. Le confinement, cette passade n'est pas belle. Sur les réseaux, ça tourne en rond entre deux spots de la Casa del Papel. Casa del Papel, saison 3, c'est moi le professeur. La main, je monte mon label en Lettonie. Je m'appelle quand même la Casa des Papel, c'est tous des Tommy. Tout ça, juste pour du montage. Netflix, ils ont arrangé le montage de la Casa des Papel et ils ont conquéri le monde rien qu'avec ça. C'est dingue. C'est absolument dingue. Dites-vous qu'à la base, c'était une industrie de DVD qui vendait des DVD. Hein. Et 2018-2019, c'était vraiment une période où tout le monde avait Netflix. Bon, pas tout le monde. Je pense que les grands-parents, c'était ceux qui manquaient. Mais à part ça, tout le monde avait Netflix. C'était limite par défaut presque. Ou alors si t'avais pas Netflix, fallait à tout prix que t'ailles voir ton pote pour dire s'il te plaît, t'as pas un compte Netflix pour moi s'il te plaît parce que là il y a des programmes que je voudrais regarder et tout ça, il y a des gens qui m'en parlent, etc. Nanani nana. S'il vous plaît Netflix, vous pouvez pas faire une collaboration avec Warner pour dire que vous voulez acheter tel produit pour le diffuser sur tel film, nanani nana. Non parce que moi ça m'arrange, je voudrais voir tel film qui sort sur cette plateforme, nanani nana. Oh là là, t'as pas vu la série Peaky Blinders? Et franchement je kiffe trop. En plus c'est le même acteur qui jouait le mec avec le masque là dans Batman Begins. Franchement le mec il est trop beau gosse, trop charismatique et m'a donné envie de fumer en plus. Ah je sais pas, moi je suis
suis pas trop fan. Non, moi en ce moment je regarde des animés du style Nanatsu no Taizai. Je suis tombé dessus sur Netflix, franchement ça tue, c'est incroyable. Les personnages sont trop beaux gosses, charismatiques. C'est bon, le perso principal, ça se voit, il aime s'il fait des culottes, mais bon. À part ça, franchement, c'est bien. Alors, je te jure, c'est bien. L'animation, elle est cool. Les personnages, ils sont cool. En plus, les thématiques, elles sont cool. Non, je te jure, c'est un animé. Regarde les animés, tu vas voir, tu vas comprendre ce que je vais dire. Non, moi, perso, j'ai vu Dark. Franchement, Dark, rien que le nom, c'est une série qui m'a attiré direct. C'est l'histoire sur un personnage, il a des pouvoirs mystiques et tout ça. Non, je te jure, ça devrait être une série pour toi, ça. Non, moi, je suis pas trop dans le côté Dark. Moi, j'aime bien les trucs un peu. Bon, tu vois, un peu piquant, mais un peu plus coloré. Tu vois, genre Sex Education. Ça, tu vois, c'est une bonne série qui, en plus, parle plutôt bien. Et Riverdale, alors tu l'as vu? Si, Riverdale, tu l'as vu? Ah putain, quelle série incroyable. Non, je te jure, il y a de l'action, il y a du suspense. Non, je te jure, c'est vraiment bien. Il y a Elite aussi, franchement, Elite aussi, ça c'est une très bonne série. Et Netflix, bien sûr, c'était pas que des séries, il y avait aussi des films. Comme par exemple, la trilogie sur Godzilla. Ouais, bon, j'avoue, c'était nul, il y avait que le premier qui était bien, et encore. Même Netflix a donné les clés à Andy Serkis pour faire son propre remake de Mowgli, la légende de la jungle, qui sera 10 fois mieux que la version remake live action toute pétée que Disney nous avait lancée 6 ans plus tôt. Ils feront même des castings 5 étoiles avec Triple Frontière qui mettront, bon, des têtes d'affiches que vous devez forcément connaître, c'est obligatoire. Ouais, je vous avoue que contrairement aux séries, les films, c'est pas ceux qui se démarquent le plus. Le format série, je pense que c'est le format qui leur convient mieux. En bref, à ce stade, rien ne peut arrêter Netflix. Je dis bien absolument rien du tout. Les mecs, ils sont au sommet, ils sont capables de tout, ils sont capables de proposer des œuvres magistrales et tout aussi diversifiées les unes des autres, sortant en plus de chaque pays différent. Qu'est-ce qui pourrait les arrêter? Aïe aïe aïe. The Witcher. Le début de la descente aux enfers. Alors certes, Netflix a pris le pouvoir sur tous les domaines, mais s'il y a bien un domaine sur lequel Netflix devait à tout prix prendre le pouvoir, c'est concurrencer la plus grande série de tous les temps à cette époque-là, Game of Thrones. Bon, c'est sorti en 2019, soit l'époque où la série s'est complètement vautrée, mais ça on en a beaucoup trop parlé sur les réseaux sociaux et même sur cette chaîne YouTube pour pouvoir en débattre. Mais oui, à cette époque-là, c'était vraiment la mode de vouloir concurrencer Game of Thrones après le phénomène que ça a été dans le reste du monde. Et forcément, ils ont vu The Witcher, ils ont vu à quel point les jeux vidéo avaient du succès, ils ont aussi vu à quel point les livres avaient un potentiel d'adaptation énorme au reste du monde. Ils ont engagé Henry Cavill qui était lui aussi un énorme fan de ses œuvres, donc ils se sont dit pourquoi pas faire de l'argent là-dessus. Et au final, comment dire? En fait, j'ai réfléchi depuis un long moment et je me suis dit que The Witcher, c'était tellement un cas d'école qu'il faudrait que je consacre une vidéo entière à lui tout seul pour expliquer tout ce qui ne va pas dans ce show. Donc, on va se le réserver pour plus tard, dans cette chaîne YouTube, parce que croyez-moi, je vais juste résumer vite fait ce qu'il y a de mauvais dans cette série. Déjà, la production design, elle est pas du tout au point. On parle quand même d'un studio qui ramasse des millions par an. Les intrigues, à certains moments, partent dans tous les sens. On décide de respecter au mieux l'œuvre originale, mais au mieux, on décide de partir complètement à contresens de ce que l'œuvre voulait raconter de base. Tout ça pour au final raconter quelque chose de tellement opposé au livre qu'au final, les scénaristes ne savent pas du tout ce qu'ils veulent raconter juste après. Les acteurs, plus le temps passe, plus ils commencent un petit peu à fatiguer, ne pas savoir exactement ce qu'ils doivent incarner et quels sont les personnages qu'ils choisissent d'incarner. Bref, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce programme en particulier, mais c'est vraiment parti en couille. Et c'est pas normal pour une série estampillée par Netflix. Ouais, surtout The Witcher. Une œuvre qui a déjà fait ses preuves en livre, sur papier, et même en jeu vidéo qui plus est. Et tu regardes ça, tu te dis, ouais, c'est pas grave, les mecs ils sont ratés là, mais bon, ils peuvent que se rattraper juste après. Je veux dire, c'est qu'une mauvaise série dans son ensemble. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer juste après? Bryce Walker was found and has been confirmed dead. Bon c'est plus ma série préférée de Netflix à partir de maintenant. Vous vous souvenez de Joker Folie à 2, à savoir le second opus du film Joker qui n'est là que pour faire un petit peu récap dans un milieu de tribunal, histoire de montrer exactement qu'est-ce qui s'est passé, quel personnage est méchant, gentil, etc. et quelle est la véritable facette du Joker. Bon, le film était nul, avec du recul, je l'avais fait toute une appréciation à l'époque, mais ouais, le film était nul, disons-nous les choses. Et pour Fortune Reasons Why, ils ont fait pareil avant l'heure, c'est-à-dire une série beaucoup plus juridique, cette fois-ci centrée sur les conséquences des personnages, en gros qui sert de récap à toute la série précédente, sauf qu'à la place, vu qu'ils ont la place pour faire 13 épisodes, on décide de mettre quelques petites intrigues à droite à gauche. Le tout en parodiant la culture du viol. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que la culture du viol, c'est très simple, c'est des célébrités au sommet de leur pouvoir qui décident de se créer une secte entre hommes où ils séquestrent des femmes pour les violer quand ils le veulent. Ils ont mis ça dans cette série, une série qui parle du milieu scolaire, pas du milieu des célébrités. C'est là qu'il faut faire la nuance. Et puis 13 épisodes pour faire tout un récap de toute la série, c'est beaucoup, beaucoup,
beaucoup trop long, surtout quand on sait que les séries Netflix étaient connues pour avoir un rythme haletant qui nous hypait à chaque épisode. Là, c'est tout l'inverse. Là, c'est chaque épisode est tellement long que t'as littéralement envie de passer au suivant. Et ce n'est vraiment qu'à partir de l'épisode 7 où les choses commencent enfin à bouger. Le moment où Clay met enfin les cassettes en ligne pour que le monde puisse se rendre compte de toute la supercherie que Anna a vécue en plein dans cette école. Et ça, c'était génial. Mais au final, on finit par à peu près se répéter, à savoir les scènes dans les tribunaux, les personnages qui se re-questionnent sur les actes qu'ils ont commis chacun de leur côté, ou alors le fait que l'antagoniste principal du film, qui est vraiment responsable de tout le bordel qui est au milieu de cette école, puisse enfin être condamné. À la fin de la saison 2, on se dit, ah, enfin ça se termine. Mais au final, t'as l'un des personnages qui se fait pénétrer par le cul par un balai. Et après ça, on finit sur un à suivre où Tyler a décidé d'en finir avec tout le monde en les fusillant au milieu d'une fête. En gros, c'est à suivre. Je poserai juste une seule petite question. Pourquoi faire? Donc on se dit, la saison 3 ça va être 13 épisodes, on va essayer d'élucider une enquête sur savoir s'il y avait vraiment des armes à feu pour menacer une école, etc. Et pourquoi est-ce que Tyler a fait telle chose, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va révéler son histoire de viol, etc. Au final, Bryce Walker, l'antagoniste principal des 2 premières saisons, est mort. On se fout complètement de votre gueule. Et ce qui devait à la base être une série un peu préventive sur ce que représente le milieu d'école est devenu une enquête policière. Ça ne marche pas. En gros, elle est devenue ce que j'espérais voir depuis le début, mais qui aurait pas du tout fait sens. Un esprit criminel, mais version ado. Version teenager. Je sais que dans le désespoir, on peut croire que, mais non, ça ne marche pas. Hein. Alors, je peux saluer l'alternative de la saison 3 d'essayer de nous faire comprendre si un violeur mérite d'être pardonné. Et ça, c'est une thématique qui a plutôt pas mal été explorée, mais on aurait aimé mieux l'explorer autour de 13 épisodes. Ouais, tu sais, 13 Reasons Why. Ouais, 13 raisons de pourquoi Bryce Walker a été tué. Mais non, c'est... Ouais, la perte de temps. Et encore une fois, au final, le suspect n'est même pas révélé. L'un des associés de Bryce, on découvre qu'il a une homosexualité. Pourquoi faire? Ça aussi, c'est un thème dont on reviendra un peu plus tard. Et une fois que le tueur a enfin été poucave et dont on sait enfin que le tueur, c'est une personne en particulier, et on se dit la série va enfin être terminée. Ils nous ont fait une saison 4. Oui. Comme si tout le monde demandait une saison 4. La saison 4 posait aussi une thématique intéressante, à savoir qu'est-ce que nos personnages sont aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils vont devenir après. Et rien que pour ça, la série, enfin la saison 4 en tout cas, aurait pu être super intéressante. Mais elle l'est. Et il n'y a que Clay Johnson qui est intéressant. Dû au fait de sa schizophrénie, de son étrange maladie psychologique qui d'ailleurs au passage n'aura pas conclusion à la fin de l'histoire. Et ouais. C'est con ça. Ouais, c'est très con, puisque à part ça, la série ne raconte absolument rien. On nous raconte juste comment est-ce que nos personnages vivent avec leurs fantômes, leurs histoires. On a juste aussi Jessica qui a accès aux fantômes de Bryce, alors qu'à la base, il y a aussi ces histoires de fantômes qui je sais même pas pourquoi ça sert, ni même pourquoi est-ce que c'est là. Heureusement, leur toute première série, Orange is the New Black, était qualitative jusqu'à la saison 5, qui, spoiler alert, est leur meilleure saison du show. Et franchement, je n'attendais que mieux pour la saison 6 et la saison 7, qui a vraiment été annoncée comme la finale. J'en peux plus. Ça fait 3 fois, j'en peux plus. Alors dans la saison 6, ils nous ont introduit un antagoniste où en gros, elle déteste une personne en particulier dans un autre bloc. Du coup, c'est 2 blocs qui entrent en guerre, comme si... j'avais une rêve là sur le bout de la langue, mais je vous la ressortirai peut-être en montage, histoire de... Tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle à fond, tout le monde s'en branle à fond. Parce qu'à la base, la saison 5, c'était une énorme émeute de plus de 3 jours où chaque personnage se remettait en question sur leurs actes, etc., où on avait des développements de personnages un peu partout qui nous menaient sur un épilogue tout simplement épique et qui nous faisait poser des questions de savoir qu'est-ce que nos personnages allaient devenir. Et au lieu que tout ça soit remis en question, ce qui est le cas au début de la saison 6, on met tout ça de côté pour parler d'une intrigue secondaire autour d'un match de baseball. Et la saison 7, qui était vraiment annoncée comme l'ultimatum, que dis-je, la conclusion ultime de tous ces personnages avec qui on a partagé d'excellents moments, se finit comme n'importe quelle autre saison classique qui annonce une nouvelle saison. On sait pas ce qui se passe avec Lorna, ni même si elle l'apprendra pour la pneumonie de son gosse. On sait pas ce qui se passe avec Red, sachant que elle était censée avoir une histoire avec son mari ou je sais plus trop quoi. On ne sait pas si Alex va finir par retourner dans les bras de sa compagne, sachant que c'est un petit peu l'enjeu principal de la série, vu que c'est elle la personnage principal. On ne sait pas si la meuf la plus badass de toute la série aura le droit d'être libre, sachant que elle a été exportée sur une autre prison parce que migrant, etc. Et il y a eu...
Ouais, visiblement, c'est une série anti-Trump que c'est devenu, ces conneries. Et comble du tout, on ne sait pas si le crime de Piscatella, l'un des personnages clés de l'intrigue, aura droit à sa conclusion. Parce que oui, je rappelle dans l'histoire, Piscatella a été présumé mort et a été tué par un condétenu. Sachant qu'à la base, c'est pas un détenu qui l'a tué, c'est des officiers intervenants qui ont décidé de faire porter le chapeau au condétenu de base. Sauf que le véritable suspect ne sera jamais révélé. Du coup, cette affaire n'aura aucune conclusion. Un peu comme l'affaire Naël de nos jours, mais bon, ça... Mais bon, c'est pas grave, La Casa de Papel était à l'époque, à mes yeux, la meilleure série de ce que Netflix avait produit. Ça, c'est une série qui ne pourra jamais me décevoir. Ça, c'est une série qui est parfaite à mes yeux. Et rien ni personne ne pourra gâcher sa conclusion, comme ce fut le cas pour Gemo. Ah putain, je commence un peu à avoir mal à la tête là. Et ouais, même La Casa de Papel n'a pas pu sauver la plateforme, et pour une simple et bonne raison, le manichéisme. Ce qui était génial avec La Casa de Papel, c'est qu'il n'y avait aucun manichéisme. Tu pouvais autant avoir des personnages gentils que des personnages méchants dans chaque camp. Par exemple, du côté des criminels, même si tu peux les considérer comme gentils comme la plupart, que ce soit pour Denver, Rio, etc. Et quand tu vois la gueule d'autres personnages, tu commences vraiment à devenir méfiant envers eux. Je rappelle par exemple que Tokyo a roulé une pelle à une mineure. Nairobi et Moscou ont abandonné leurs enfants et ont décidé de les laisser de côté, surtout pour Denver qui ne pardonnera jamais à son père à ce sujet jusqu'à ce qu'il meure. Et Berlin. Juste Berlin. Les gars, je sais que pour la plupart d'entre vous, Berlin est le meilleur personnage de la série, c'est même le personnage le plus aimé de la série, mais il faut que je vous rappelle un petit peu la vérité. Ce mec a séquestré des jeunes filles, dont une meuf qu'il a gardée tout au long du braquage jusqu'à l'embarquer avec elle au beau milieu d'une fusillade. Il a jeté Tokyo en pâture aux policiers sans aucun once de respect. Donc pour vous résumer le casier judiciaire de ce mec, il a trafic sexuel, pédophilie, criminalité, viol, pédocriminalité et en plus trahison, sociopathe, narcissique. Alors s'il vous plaît Netflix, arrêtez de nous faire des spin-offs à répétition sur ce personnage. Personne n'a demandé à avoir un violeur en guise de tête d'affiche d'une des séries les plus mythiques de l'histoire. Cela, on l'a aussi du côté des policiers. Raquel, on a l'impression que c'est vraiment la méchante principale de toute l'intrigue, mais lorsqu'on se rend compte qu'elle a un problème avec sa mère, qu'elle a Alzheimer et qu'elle essaie de prendre soin d'elle, sachant qu'elle a déjà des problèmes de la garde de sa propre fille, étant donné que son propre mari était déjà abusif avec elle, enfin je parle de Raquel, pas de sa fille évidemment, et ça crée aussi un peu d'empathie pour le personnage principal. Pareil pour son crush, ou plutôt son ancien crush, enfin son meilleur ami, enfin... Vous avez compris, la personne qui a des sentiments pour elle, lui aussi a de l'empathie pour elle et surtout est le personnage le plus compétent de toute la série, avant qu'il ne devienne, dans la saison 3, 4 et 5, un putain de figurant qui est là juste pour balancer des running gags et qui ne sert à rien. Voilà. Alors que je rappelle, dans la saison précédente, c'est lui qui a déniché l'identité du professeur. Donc tout ça pour ça. Quant à Berlin, lui, il est présent dans les flashbacks alors qu'il était mort dans la saison précédente. Donc pourquoi l'avoir introduit ici? C'est ça, c'est pour montrer à quel point ce mec est charismatique et à quel point il est beau gosse et surtout, il cache une homosexualité avec un autre personnage principal. Et oui, suspense. En fait, Berlin, en plus d'être un gros détraqué sexuel que envers les femmes, c'est aussi avéré avoir une bisexualité. Après, il y avait au moins un personnage enceinte, enfin en tout cas c'est une femme qui était enceinte, qui elle était badass. Et c'était clairement la personnage la plus badass, qui plus est, la plus compétente de toute la série, qui relevait un minimum le niveau. Côté sadique, manipulatrice, même si ça se voyait qu'elle voulait faire la méchante juste pour faire la méchante, au moins elle avait du caractère et c'était à mes yeux celle qui relevait le plus le niveau comparé à tout le reste de la série. Et ça marche totalement. Son côté manipulatrice, son côté retournement de situation, ça marche du tonnerre et c'est avec elle qu'on a les meilleurs moments de la série. Jusqu'à la saison 5, où une fois avoir accouché, elle a vu que les personnages, les criminels pouvaient avoir des émotions. Du coup, putain, les criminels qui ont des émotions, oh mon dieu, c'est tellement triste, c'est tellement beau à la fois. Du coup, peut-être je vais me ranger de leur côté, c'est peut-être mieux pour eux. Et d'ailleurs, la mort de Tokyo, thématiquement, à mes yeux, elle n'a aucun sens. Je veux bien que ce soit le personnage principal de la série que l'on tue à la fin juste pour choquer le spectateur. Mais si tu tues un personnage juste pour choquer le spectateur, mais que tu proposes rien en à côté, c'est peut-être qu'il fallait pas le tuer, quoi. En revanche, encore une fois, ce que j'ai dit à 13 Reasons Why, il y a bien une qualité qu'il y a aussi dans La Casa de Papel sur la fin d'histoire, c'est la morale. En tout cas, la façon dont se conclut la série. Dans le sens où, dans la saison 3, 4 et 5, nos braqueurs, ils braquent la banque d'Espagne, c'est-à-dire la banque où toute l'économie du pays est séquestrée. Sauf que les braqueurs ont décidé de totalement la cambrioler et de entièrement la vider pour faire comprendre que, l'économie espagnole est maintenant en train de s'effondrer et complètement détruite. En fait, un pays, ils aiment utiliser l'or pour montrer leur puissance. Mais finalement, on se rend compte que l'or, c'est complètement faux.
on se rend compte qu'au final, l'or, ça n'a pas vraiment de valeur. Ce sont que des bouts de briques en or, etc., qui sont là juste pour représenter une bonne valeur. Alors qu'en réalité, tout ce qui compte, c'est de manipuler. Et oui. Parce que ouais, je vous épargne aussi la sauce intrigue où les mecs ils se sont fait berner par un méchant sorti de nulle part, qui leur ont cambriolé tout l'or qu'ils ont volé à l'origine. Ça tient même pas debout. Vous vous rendez compte? Alors oui, sur le papier, la thématique de l'or qui a pas vraiment de valeur, je veux bien, c'est une thématique qui peut tenir. Mais si la série est bien écrite derrière. Parce que si derrière tu nous proposes ça, mais ton truc il est extrêmement mal écrit, c'est limite t'essaies de t'auto-saboter. Et si tu rajoutes en plus de ça un méchant, mais qui ne sort d'absolument nulle part, ça donne vraiment l'impression que ta série a été écrite au fur et à mesure. Et ça a été dit de l'aveu des scénaristes. Car oui, la série, elle a été vraiment écrite au fur et à mesure. Rien n'était prévu à l'avance, rien n'a été élaboré. Contrairement aux 2 premières saisons où tout était construit comme un tout dès le début, là, la série, elle est entièrement mal écrite. Et c'est malheureux. Alors je dis pas, il y en a plein des séries qui sont écrites au fur et à mesure. On l'a vu tout au long de la liste, hein, je pense. Mais des séries qui sont écrites au fur et à mesure, mais dont on ne sait pas comment est-ce qu'elles doivent finir et comment est-ce qu'elles vont finir, mais ça peut que finir mal. Puisque si tu sais pas à quoi ressemble ta fin, mais que tu veux y rajouter des intrigues, des éléments scénaristiques intéressants à droite à gauche, etc., mais que toi-même tu ne sais pas dans quel sens est-ce que cela aboutit, et t'as affaire à une série catastrophique et extrêmement mal écrite. Cependant, il y a bien un truc qui pouvait sauver tout Netflix, c'était le confinement. Ou en tout cas la période post-confinement. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, je commence un petit peu à fatiguer, il commence un petit peu à se faire tard. Et je sais que ça va être la partie où on va vraiment le plus gueuler. Donc c'est pour ça que, au vu des cernes que j'ai là, au vu du temps que j'ai mis à bosser sur cette vidéo, je vais aller me reposer. Et ensuite, nous entamerons ça dès demain. En attendant, transition. Ah mais c'est bon, je les connais, c'est juste que... Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Allez vas-y, de toute façon, vous savez quoi? Voilà, autant le faire maintenant, comme ça moi ce sera fait, voilà. Et donc pour faire un petit récapitulatif, alors, oui, j'ai pas changé de t-shirt, mais en même temps j'ai pas d'autre t-shirt estampillé d'une série Netflix autre que ça. Donc du coup, fermez vos gueules et contentez-vous de ça s'il vous plaît, et arrêtez de gueuler dans les commentaires. Alors attends, stop. Tu vas vraiment nous faire un récapitulatif de toute une vidéo que l'on s'est déjà tapé depuis le début. Tu sais qu'il y a des mecs, ils prennent juste 1 heure à regarder toute ta vidéo. Hein. Bah oui, bien sûr. Et puis en même temps, les mecs qui regardent leur vidéo, regardent la vidéo YouTube en étant sur leur téléphone porto. Qu'est-ce que tu veux faire autrement? Faut bien leur réexpliquer les informations à chaque fois, non? T'es con quoi? Tu sais que YouTube, on y a accès sur téléphone. Hein. Donc si ça se trouve, certains d'entre eux regardent des vidéos sur le téléphone. Hein. Comme le prouve d'ailleurs ces statistiques sur le YouTube Studio. Oh, vous suivez donc tout sur téléphone? Oui, vous verrez que ça aussi, on y reviendra un peu plus tard, hein, parce que là aussi, il y aurait des choses à dire. Et tu continues en plus de remettre tes trucs à plus tard. Tu sais qu'à force, les mecs, ils vont se lasser, ils vont... Attends c'est bon. C'est pas toi qui fais la vidéo, je te signale. Putain, le confinement pour Netflix, on pourrait se dire que tout s'est mal passé à peu près comme tout le monde. Mais au contraire, vous ne vous imaginez pas à quel point. Vu que tout le monde est confiné et qu'ils n'ont rien à faire de leur vie, à part regarder des films, des séries, des DVD ou lire les mangas qui sont sur leur commode et qui peuvent pas sortir. Bah, vous savez tout ce que ça veut dire. Les mecs, ils vont passer leur vie à rester cloîtrés chez eux, à regarder des films et des séries sur quelle plateforme? Sur Netflix. Et oui, là, Netflix n'a jamais été autant squatté dans les années début 2020 que dans tout le reste de l'année. Clairement, c'était le prime du divertissement, de la culture. Ah bah concrètement, le monde était peut-être en pause pour eux, mais pour Netflix, non, c'est charbonné encore. Et puis surtout, les mecs se faisaient des millions en étant tranquilles, pépouses, les haïs et tout ça, attendre que le temps passe, tranquille. Et ils se faisaient des millions, KLM, au point que ça devienne des billions. Ouais, carrément. Netflix gagnait des billions de dollars pendant que nous, étaient occupés à leur donner cet argent. Enfin, tranquille, à quelques détails près, la concurrence. Et oui, vu que Netflix s'est mis à péter et gouverner tout un nouveau marché, vous vous en doutez, ça a forcément attiré la concurrence. Donc forcément, Amazon Prime s'est dit que c'était une bonne idée de les concurrencer. Et Disney aussi, ils aiment concurrencer le monde, voire même carrément dominer le monde de l'audiovisuel. Et c'est qu'ils ont commencé vraiment à faire en 2018, suite au rachat de la Fox. Mais ils ont commencé à se rendre compte que si ils voulaient à tout prix gouverner le monde, ils devaient à tout prix s'accaparer le marché du streaming, qui plus est, pour créer
Disney+. C'est pour ça que la Fox a été rachetée d'ailleurs. C'est uniquement pour avoir un peu plus de catalogue pour l'étendre suffisamment sur leur plateforme. HBO aussi compte s'y mettre. Et vu que HBO est une branche appartenant à la Warner Bros, et ben c'est la Warner qui met en avant tous leurs films et toutes leurs séries cultes dans cette plateforme, que ce soit Friends, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux et bien d'autres encore. Et de l'autre côté du Pacifique, ça ne se calme pas du tout, puisque même de leur côté, ils créaient eux aussi leur propre plateforme de streaming, avec notamment Crunchyroll et Mangaka. Enfin, c'était quoi le manga là déjà qui faisait cracher l'attaque des titans à l'époque, même je me rappelle. Et même en France, ça s'y met, parce que ADN aussi s'y met, pour diffuser un peu plus des animés, puisque je rappelle, la France est le deuxième plus grand marché d'animation japonaise. Et il y a aussi Salto, que tout le monde a oublié, mais il reste aussi Canal+, qui eux aussi, bon, même si eux ils sont sur le marché du streaming depuis bien longtemps, c'est clair que Canal+ se sont vraiment illustrés durant les années 2020. Donc si on fait le compte, ça fait à peu près 7 à 8 plateformes de streaming qui sont apparues au cours de cette année-là. Donc pour la concurrence, Netflix, ça a été très compliqué, mais vu que les mecs ils dominaient déjà depuis un long moment sur le marché, vu qu'ils avaient beaucoup de séries cultes à leur côté, et ben ils n'avaient pas non plus trop à s'inquiéter. Mais c'était pour l'avenir que ça allait devenir inquiétant justement. Et là, en ce stade, on pourrait se dire que bon, Netflix, ils vont avoir un peu du mal à concurrencer les autres, ils vont se sentir un petit peu dépassés par certains événements, ils vont peut-être avoir l'impression d'être un petit peu mis de côté par certains abonnés qui vont voir d'autres plateformes, etc. Donc voilà, peut-être que Netflix commence un petit peu à tirer sa révérence, ils feront peut-être des programmes un peu à droite à gauche, mais quoi qu'il arrive, ce sera une vraie concurrence d'avoir à concurrencer Netflix qui vont forcément se sentir un peu plus petits au fil du temps. Alors bonjour, j'interviens sur le montage en fait pour vous dire que là, il était censé y avoir un extrait qui vient dire alors il y a peut-être cette série qui à la limite va faire propulser Netflix, mais il faut pas s'attendre à grand chose. Voilà, c'était juste censé être un petit sketch, un mini sketch là qui devait s'incruster là-dedans, mais j'ai oublié de le faire. Voilà, du coup je le rajoute à l'audio parce que j'ai oublié de le faire en vidéo. Et voilà. Netflix, ils ont vu le programme, ils se sont dit non mais ça peut pas percer, c'est pas possible, allez on va mettre vite fait sur leur plateforme et vous attendez pas de grande réussite. Ouais, tu regardes des statistiques comme ça, t'as peur. Squid Game, c'est la série qui a ouvert le marché à l'Asie en général, qui a fait comprendre au reste du monde que, oui, en Asie aussi, on est capable de faire des bangers. Et Squid Game en est la preuve vivante. Et rien que le speech, il était déjà accrocheur. Je veux dire, ça part de l'histoire d'un mec qui est embarqué dans un jeu où des gens meurent. Voilà, c'est-à-dire si tu gagnes, t'es en vie, tu empocheras 445 millions de dollars, je sais pas combien est-ce qu'ils sont payés. Tout ça pour voir après des gens mourir juste à côté derrière si jamais ils perdent. Ouais, sacré speech accrocheur, et du coup, ça soulève énormément de questions de la part du show. Mais or, le speech est accrocheur, mais ce qui est encore plus accrocheur, c'est tout le reste, que ce soit les décors qui sont fantaisistes et nous rappellent un côté un peu enfantin, mélangé à un côté vraiment terrifiant et surtout plus adulte, déjà, dû au côté graphique de la série, sur certains aspects, et surtout dû au côté froid des casques des nombreux soldats qui hantent le milieu avec leur putain de big boss qui a une sale tronche, et sans compter les mecs VIP qui viennent s'ajouter derrière. Ouais, sacré mix, et t'as vraiment l'impression d'avoir affaire à un univers vraiment terrifiant qui te met en question de savoir exactement où est-ce que les gars ont atterri et qu'est-ce que c'est que ce putain de jeu, bordel de merde. Et ce sera pas la seule production coréenne qu'ils produiront. Ils produiront aussi All of Us Are Dead ou Awad, selon les initiales. Ils produiront aussi True Beauty. Comment ça, c'est pas une production Netflix? Ah mais j'aurais cru moi, vu que c'est sur la plateforme Netflix. J'ai déjà parlé de cette série au passage dans cette vidéo. Si ça vous intéresse encore, là aussi j'ai modifié la miniature et tout. Et ils produiront aussi cette série fantasy où t'as des monstres issus dans un monde réel et aussi t'as la traque dans le sang. Bref, Netflix commence à vraiment dominer le marché international de l'audiovisuel et commence réellement à prendre de l'ampleur à partir de cette période-là. Vraiment, je pense que si le confinement avait été bénéfique pour 2 personnes en particulier, c'est bien ces gens-là. Très concrètement, les mecs, ils ont eu un investissement de fou en créant la plateforme Netflix et sur le long terme en plus. Et ça, c'est génial. Donc avec ça, on se dit que très concrètement, Netflix, ils vont continuer leur âge d'or, voire même mieux, ils vont s'affirmer et commencer à de plus en plus produire des shit. Oh putain, j'ai oublié l'effet que ça faisait. Alors, je ne vais pas revenir sur absolument tout ce que j'ai dit dans mon flop de l'année. Et puis surtout, je ne reviendrai absolument pas sur cette série parce que j'ai déjà tourné une vidéo qui devait être prévue à la base à la sortie de la saison 2. Mais bon, avec mes problèmes de planning et ma transition d'un logiciel à l'autre, etc., c'était très compliqué. Mais la vidéo sur la saison 2 de Squid Game est tournée. Promis, elle sortira un jour, je le promets. Et je tournerai même la saison 3 juste pour vous faire plaisir d'ailleurs. Les autres séries Netflix, eux aussi, continuent leur chemin. Mais bon, ces séries-là, déjà, je les ai pas vues. Et surtout, je ne vois pas beaucoup de gens en parler autour d'eux. En tout cas, dire que ce sont des bangers absolus ou quoi. Mais bon, je n'ai pas l'air d'être la communauté cible. Et à propos de Awad, puisque c'est vraiment la seule série que j'ai vue se marquer vraiment du lot, et c'est celle que j'ai préférée parmi toutes, n'a toujours pas de saison 2 après 3 ans. Quoique,
Ça fait 4 ans. 4 longues années que j'attends cette deuxième saison. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas quelque chose, s'il vous plaît, Netflix. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je suis en train de me faire Kakeguri, ou Komblitskouch en français, si... Bon, c'est pas français, c'est en anglais, mais c'est le titre en français, bref, vous avez compris. Qui lui aussi est censé avoir sa suite, en tout cas, saison 3, 4 et 5. Elles sont où? Très concrètement. Les mecs, ils ont fait plein de spin-offs sur la série Nanatsu no Taizai, qui a une fin pathétique au passage. Et les mecs, ils ont pas le budget pour faire une suite de ça. Surtout, c'est du studio MAPPA. MAPPA qui, aux dernières nouvelles, n'ont pas produit des choses d'autant plus qualitatives que ça. Ça en est où? Hein? Et ça ne s'arrange pas avec le temps quand on sait que Netflix produise aussi en série des remakes live action. Je ne vais pas développer à ce sujet de savoir ce que je pense des remakes live action, mais bon, j'ai déjà fait une vidéo tout entière là-dessus, donc je vais pas m'éterniser. Donc ouais, à cette période-là, plus le temps passait, plus je commençais à me rendre compte que Netflix soit prenait de plus en plus de liberté, soit prenait trop de liberté, ou soit ne prenait pas de liberté à vouloir essayer d'innover dans leur propre domaine et essayer de faire des choses au minimum qualitatives. C'est-à-dire que dans tous les cas, ils font de la merde et c'est nul à chier. Je ne sais absolument pas pourquoi, du jour au lendemain, les mecs ils nous ont fait des trucs ultra wahel pendant un temps, et après ils se disent, ce serait peut-être une bonne idée de faire des trucs au minimum moyen, tout aussi nuls. Genre Mercredi par exemple, à tout hasard. Je veux dire, cette série, de la première saison, je pouvais trouver le projet plutôt sympathique et rien de plus, tu vois, mais qui se regarde. Puis après la saison 2, bah je sais pas, les mecs ils nous proposent pas grand chose, ils nous proposent rien d'intéressant, rien de spécial. Je sais pas, faites-nous rêver, montrez-nous de la pisse et du sang, peut-être, je sais pas, quelque chose. Parce que ouais, spoiler alert, dans Mercredi, ça te met moins de 16 ans sur la cartographication du truc, mais au final, niveau violence, je demandais pas non plus Game of Thrones, hein, mais un peu. Quelque chose, je sais pas moi. En gros, pour faire simple, 2022-2023 jusqu'en 2026 aujourd'hui, c'est la période où j'ai voulu lâcher Netflix. De toute façon, c'est simple. Il n'y avait qu'une seule série qui arrivait encore à me faire tenir debout à propos de cette plateforme, et c'est Stranger Things. Stranger Things, c'est vraiment la seule série qui, au bout de 4 saisons, était encore capable de se maintenir debout et de contenir sa qualité tout en innovant au fil des saisons. Même si elle reste quand même inférieure à la première, hein, qui était un banger absolu, n'empêche que chaque saison arrive à se démarquer, sauf peut-être la 2 qui, à mes yeux, était un peu répétitive, mais se rattrape un peu plus sur la 3e en proposant des idées nouvelles à propos des enfants qui grandissent, etc. Avec une 4e saison qui introduit un antagoniste principal charismatique. Et ça, c'était génial. Parce que j'ai l'impression que le système de Netflix, c'est à peu près comme ça qu'il fonctionne. Dans le sens où, une série, ça a marché dès la première saison, du coup, on va sortir les autres saisons, les gens, ils iront forcément voir. Du coup, la hype, elle est redescendue, vu que, on propose rien de plus que ce qui a été proposé dans la première saison. Je développerai sur ces thématiques un peu plus tard, vous verrez. Tout ça pour dire que, franchement, il n'y a rien à dire de plus, hein. Les mecs, ils ont proposé tout ce qu'ils voulaient, ils ont proposé des trucs qui étaient nuls à chier au fil du temps, les mecs, ils ont pas voulu renouveler leurs recettes, pas voulu renouveler leur façon de penser, et du coup, moi non plus, je vais pas la renouveler, je vais juste me contenter de la dernière saison de Stranger Things une fois qu'elle sortira, et sinon, à part ça, fini, ciao, au revoir. Vous avez quoi proposer de plus que ça? Quoi? Attendez, je reprends 2 secondes. Les mecs, ils ont vu le plagiat de Clash Royale, et ils se sont dit, on va faire une adaptation en série complètement dérivée de l'univers de ce même jeu, qui en plus de ça est réputé pour avoir la communauté la plus toxique du monde jeu vidéo ludique. Non, vous savez quoi? Allez, ce sera sans moi. Vous pouvez même mettre des actrices connues, genre Ellie Stenfield ou je sais pas quoi. Moi c'est bon, moi je me tiens, vous m'avez cassé les coups. Oh là là, mais cette série est trop Oh putain. Je crois que j'ai chopé une allergie. Mais waouh. Putain. Mais je crois que c'est vraiment dans le top 3 ou si c'est peut-être top 5, hein, pour pas abuser non plus, des séries les plus incroyables que j'ai vues de toute ma vie. Vraiment, ça faisait depuis très longtemps que je n'ai pas vu une série autant me subjuguer et surtout d'avoir une fin, un peu discutable qualitativement parlant, mais qui, à mes yeux, est une franche réussite. Très sincèrement. En fait, sincèrement, je me demande comment c'est possible d'avoir réussi quelque chose qui, sur le papier, aurait pu être merdique, nul, moyen, ou voire même qui serait pas catastrophique, mais oubliable. Enfin, vraiment, faut m'expliquer pourquoi. C'est très simple. T'as Netflix, pas
pas Netflix, mais Netflix, hein, un mec qui n'a rien à voir avec Netflix du coup, qui a fait une vidéo tout entière pour t'expliquer en quoi est-ce que cette série était géniale. 3 fondateurs de Fortiche avaient de fortes inspirations, allant de Satoshi Kon à Tarantino lui-même. Alors, pour faire le pilote d'Arcane en 2016, le studio embauche plus de 100 personnes. Le second, le scénario. Heureusement, Alex et Christian se sentent prêts. Ils ont écrit les épisodes, ils ont une vision claire. Ah bah ça tombe super bien que t'en parles, puisque là je viens de la finir. Du coup bah... on va débattre. Bon, première qualité qui saute aux yeux, l'animation, tout simplement. On a rarement vu, si ce n'est peut-être jamais vu, une animation aussi aboutie depuis Into the Spider-Verse. Et c'est dingue de se dire que Into the Spider-Verse a vraiment révolutionné le domaine de l'animation et à mes yeux, le marché qui a le plus dépassé le domaine de l'animation. À côté, le Japon... ouais, je pense qu'il faudrait peut-être se ressaisir. Mais bon, pour Disney, déjà, eux, ils arrivent plus à gagner l'Oscar à cause de leur animation. Donc, Into the Spider-Verse et Arcane ont l'air d'utiliser plus ou moins les deux types d'animation bien distincts. À savoir, prendre de la 3D, et c'est-à-dire animer leur animation en 3D, tout en rajoutant un effet de style un peu 2D pour donner cet effet vraiment dessiné qui donne pas du tout l'impression que c'est fait en 3D. Bah, à mes yeux, je suis désolé de vous dire ça, les gars, mais... Arcane et Into the Spider-Verse ne donnent absolument pas le même rendu. Au contraire. Into the Spider-Verse est fait pour donner un effet papier, un effet comic book, ce qui donne cet effet un peu décalé et un peu plus fun et un peu plus coloré. Là où Arcane, ça donne un effet complètement délavé, complètement sale, qui donne vraiment la sensation d'avoir affaire à un tout autre style d'animation qui la stylise. Et rajoute à ça des effets 2D parfaitement bien stylisés, parfaitement bien faits, et t'as affaire à une série très bien aboutie artistiquement parlant. Et il faut aussi qu'on parle du sound design. Mais le sound design, il est... je vous mets juste les extraits en audio pour vous faire comprendre à quel point... le sound design et les sons dans Arcane... c'est magistral. Et encore, je ne parle même pas des OST qui, bon, là, clairement, sont bangers. Et je n'ai même pas besoin de vous expliquer exactement pourquoi, étant donné que vous avez déjà chacun des OST à l'oreille, surtout le dernier du climax de la première saison, qui, à mes yeux, est sûrement le meilleur climax que j'ai pu voir dans une saison de série depuis la dernière saison de The Walking Dead. Et en parlant des personnages, enfin de l'histoire précisément, c'est, à mes yeux, le plus gros point fort de cette intrigue. Que les personnages et l'histoire ne font qu'un et donnent ce qu'on a eu là, à savoir l'histoire de jeunes personnes qui sont issues d'une classe très basse et très moyenne, qui veulent s'affirmer dans un monde un peu chaotique et qui veulent à tout prix survivre, mais qui se retrouvent malgré eux mêlés à des intrigues qui ne leur concernaient absolument pas, mais qui au final finissent par englober le reste de la société. Alors que d'autres n'ont pas besoin de se remettre en question, mais préfèrent vouloir avancer sur leurs propres objectifs, voir exactement jusqu'où est-ce que leurs propres objectifs et leurs propres convictions peuvent les mener. C'est tellement bien écrit et c'est tellement fin qu'au bout du 3e épisode de la première saison, j'ai su que j'avais affaire à un chef-d'œuvre. Et franchement, une série qui me subjugue au bout de ces 3 premiers épisodes, alors là c'est fort, c'est vraiment très fort. Parce qu'en arrivé à ce niveau de tragédie dès l'épisode 3, je me suis dit que Arcane c'était pas une simple série, c'était un chef-d'œuvre. J'avais peur que pour la suite ce soit nul à chier, parce que ok, les débuts sont extraordinaires, mais on n'oublie pas que une série commencerait bien, mais souvent ça peut se foirer par la suite, hein. Ça, je pense qu'on est très habitué autant sur cette chaîne que sur la chaîne principale spécialisée dans les animés. Eh ben non, les 6 épisodes suivants restent toujours aussi bangeresques et arrivent toujours à pousser son histoire et ses personnages jusqu'au bout. Et la saison 2, c'est celle où je suis un peu plus mitigé. J'ai vraiment eu la sensation en la regardant que tout était beaucoup trop compressé pour raconter une seule et même intrigue et ainsi la finir. Ce qui fait que du coup, ouais, je me suis senti un petit peu perdu à propos d'histoires parallèles de voyage dans le temps, Jinx qui retrouve son père qui était en fait mort dans l'épisode précédent mais qui au final pas du tout, puis ensuite avec Vi, ça commence un petit peu à se quereller autour d'une discussion, enfin bref, ça, à mes yeux, j'ai vraiment commencé à perdre vraiment à partir de ce moment-là. Mais ça nous a quand même donné lieu à un épisode 7 magistral que je n'ai même pas besoin de présenter puisque la majorité d'entre vous la connaissent déjà par cœur. En bref, vraiment, cette série, c'est la pure réussite absolue et je n'ai jamais vu ça dans le monde de la télévision et surtout sur une plateforme de streaming qui a des programmes aussi... Et c'est pour ça qu'on a tous prié, messieurs et mesdames, que Netflix puisse un petit peu mieux se ressaisir en regardant ça et qu'ils puissent se dire putain mais en vrai les mecs ils ont assuré, ils ont vraiment poussé le level haut, comment est-ce qu'on va les égaler à ce sujet là? Oh bah je sais pas moi, peut-être en proposant des meilleurs programmes que ce que vous proposez en ce moment.
Hein? Non, parce que je vous mens pas, mais passer de Arcane à Jojo Bizarre Adventure, bon, ça fait vraiment bizarre, hein. Surtout quand tu sais que c'est eux qui les ont rachetés après la saison 5 et l'arc toi le vos chiens, toi le... Je sais pas, c'est là où j'ai commencé à perdre le fil avec Jojo. De toute façon, je vais sûrement me faire plein d'ennemis sur cette chaîne YouTube, hein, et même sur ma deuxième chaîne, hein, puisque c'est elle qui est vraiment consacrée aux animés, mais je n'ai jamais été un vrai gros fan de Jojo, hein. Ouais, je vous le dis clairement, je vous regarde droit dans les yeux, hein, pour vous pouvoir le dire, hein. Pour moi, les 3 premiers arcs, ils sont bien, hein, à savoir l'arc Jonathan, l'arc Joseph et l'arc Jotaro, franchement... Moi, mes yeux sont parfaitement bien réussis. Bon, sauf l'arc Jotaro qui prend 4000 épisodes pour arriver à l'arc Dio. Mais franchement, à part ça, moi je garde ça. Moi, ça me suffit amplement. C'est une très bonne trilogie, y a pas besoin de faire plus. Mais l'arc Joseph et Jolyne, bon, Joseph, vas-y, ça me fera hors série en plus, tu vois. Mais Jolyne, bah, franchement, c'est pas la personnage que je trouve la plus intéressante, ni même ces personnages aux alentours qui me rappellent un petit peu les prémices de Orange is the New Black. Le fait que l'âme de Jotaro soit en fait enfermée dans un disque et tout ça qu'il faut récupérer, enfin déjà comment ça on nous introduit des phénomènes de disques grâce au stand qui peuvent faire, enfin je comprends pas, quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ce bordel? Ouais, sur ce point là Netflix ils m'ont vraiment perdu, je me suis senti perplexe. Vraiment... En fait, je me suis senti tellement perplexe par rapport à Netflix que maintenant, à mes yeux, la seule série qui avait de la valeur, c'était Stranger Things. Et oui, je veux dire, Stranger Things, c'est la seule série Netflix qui assume maintenir sa qualité jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'attendais fermement la saison 5. Je veux dire, les 4 premières saisons étaient tellement incroyables et avaient des qualités plus ou moins variables les unes des autres, mais tu sentais quand même qu'il y avait du propos et quelque chose d'intéressant à raconter tout au long de chaque saison. Mais à part ces défauts, je sentais quand même que c'était la série qui aurait pu maîtriser un petit peu toute sa narration. Vraiment avoir la possibilité de réussir sa saison finale. Là où beaucoup de séries peinent à réussir, surtout ces dernières années. À croire que le traumatisme de Game of Thrones, c'est pire, c'est devenu une maladie dans le monde de l'audiovisuel. Donc bref, chaque saison, chaque série ont eu des mauvaises saisons finales. Chaque série n'a jamais réussi à savoir comment est-ce qu'ils allaient finir leur série correctement. Sex Education, ah je pense à toi, hein, quand je pense que t'as fini sur une sorte de A sur de série, alors que franchement je pense qu'il y avait beaucoup plus à raconter que ça. Donc je me refais l'intégrale, je me rends compte d'à quel point la saison 4 était chef-d'œuvresque, ce que j'avais complètement oublié, et quand la saison 5 sort... One last time. En fait, la saison 4, c'est la saison finale, tout simplement. Voilà, en fait, si les deux personnages sont capables d'aussi bien réussir toutes leurs tactiques, etc., en fait, c'est juste parce que Vecna les ont plongés dans une entière illusion à la fin de la saison 4. Souvenez-vous, quand dans la saison 4, Vecna a lancé une énorme vague de sécheresse ou de pourrissement de l'herbe, etc., en fait, ça devait contaminer les personnages et les plonger dans des rêves ultra profonds. Ouais, j'ai trop vu la fin de Naruto et je me suis dit que ça pourrait parfaitement convenir en fait. Mais finalement, cette théorie, c'est la même que Boruto et dans les arcades lunaires de Naruto. À savoir dans le sens où, au final, nos héros, ils vivent dans un énorme coma sans fin, dans lequel Vecna est capable de manipuler tous leurs esprits et les combiner en un seul et même univers pour qu'ils puissent imaginer une fausse fin de Stranger Things. Et ce, dès la fin de la saison 4. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un changement d'actrice avec la jeune fille là qui devient l'une des personnages principaux. J'ai rien compris à ces conneries aussi. Que voulez-vous que je vous dise? À mes yeux, la série se termine comme ça. Il n'y a pas eu de saison 5. La saison 5, c'est juste une grande illusion. Même pas besoin d'imaginer une sorte d'épisode 9 sorti de je sais pas où. Après, si vous voulez réellement comprendre pourquoi est-ce que cette saison 5 est loupée de A à Z, la femme d'un des Duffer Brothers les a quittés. Parce que c'était grâce à elle que les 4 autres saisons Stranger Things étaient aussi bien réussies. Et ouais les gars, une femme c'est important dans la société si on savait à quel point. Après peut-être aussi elles attendaient un enfant, je sais pas, parce que visiblement les Duffer Brothers n'ont pas l'air d'aimer les femmes enceintes dans cette série là, puisque elles meurent toutes à la fin. Ah je sais pas, il y a peut-être un problème de maternité, hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont tué Millie Bobby Brown à la fin de la série, je sais pas. Bref, tous les espoirs que j'avais fondés sur Netflix juste pour cette série se sont envolés. Du coup maintenant je suis obligé de me taper des séries comme You pour savoir si la fin sera bien. Mais bon, alors qu'il est, j'ai toujours pas fini. Mais le réalisateur du futur qui est en train de monter cette vidéo, est-ce que la fin de la série est bien? Bon s'il a demandé, on va le faire. Bon alors déjà, faut savoir une chose, j'ai commencé à tourner cette vidéo du 22 au 24 avril 2026. Donc pour vous dire, en termes d'actualité, c'est vraiment très éloigné les uns des autres. Pour vous dire, là je suis en train de tourner cette vidéo, on est en fin juillet. Donc c'est-à-dire là, dans 2 jours, c'est censé sortir la vidéo. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo exactement pourquoi est-ce que j'ai eu autant de retard et pourquoi est-ce que c'est autant cumulé. Mais c'est pas le sujet. Là aujourd'hui on est là pour parler de la série You comme ce dernier nous l'a demandé. Parce que ouais, tout ça pour dire que la série j'ai terminé vraiment tout début mai, hein. C'est-à-dire le premier week-end de mai j'avais déjà terminé, je pouvais déjà passer à autre chose. Voilà, c'était nickel pour moi, j'avais pas à m'inquiéter. Et cette fin de série je la trouve
bien. Voilà, juste bien. Je savais très bien que Joe finirait en prison et forcément ce qui devait lui arriver, ce qui devait forcément lui arriver. Je m'attendais au minimum à ce qu'il meure à la fin de la série, mais bon, ils ont choisi de le mettre en prison et quoi qu'il arrive, le personnage était fait pour finir mal. Donc ça, à la limite, ça me dérange pas. Que les autres personnages principaux finissent bien ou alors que la plupart d'entre eux ne soient pas morts, à la limite, ça non plus, ça me dérange pas. Non, non, au contraire, hein, la saison 5 de You, en tout cas la dernière saison, à mes yeux, c'est terminé bien. En tout cas, c'est terminé parfaitement de la façon dont elle devait se terminer depuis le début. Et du coup, c'est quoi le problème? Bah c'est tout le problème. C'est que la fin de cette série est bien. Mais sans plus. Je pourrais aborder une thématique grave intéressante sur cette série. De toute façon, il y a plusieurs séries sur Netflix, vous aurez remarqué. Je pourrais en faire une vidéo entière respectivement pour vous dire ce que j'en aurais à dire, hein, mais on n'est pas là pour ça. Mais là où je trouve que la saison 5 de You dérange, en tout cas, là où la fin est dérangeante pour moi, c'est que on n'a pas assisté au procès de Joe. Et ça, à mes yeux, c'était la chose la plus capitale qu'on aurait dû avoir à la fin de cette série. Parce que ouais, après que Joe ait failli tuer la dernière femme qui lui restait, et bah il finit directement au procès et on n'assiste jamais à son procès. Au contraire, on le voit directement aller en prison. Alors que tout le but, en tout cas toute l'intrigue et tout le sketch de la série, c'était qu'on en a suivi un psychopathe détraqué mental des femmes tout au long et qu'on en a fait le héros principal. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Le héros principal de la série est un détraqué sexuel complètement fou qui va jusqu'à tuer les femmes qui ne lui conviennent pas si jamais ils ne font pas, enfin en tout cas qui ne correspondent pas à la vision que ce dernier s'est fait. Et autant certaines personnes ne pourront jamais s'identifier à ce personnage, qui est tout à fait normal, en tout cas moi c'est sûr que je ne m'identifierai jamais à ce genre de personnage, mais il y a quand même d'autres personnes en ce bas monde qui à outrance s'identifier à ce personnage. Pas parce que elle tue les femmes qui lui conviennent pas autour de lui, mais parce que certaines personnes ont vécu le même passé que lui, si ça se trouve. Certaines personnes ont une vision complètement dépassée de la femme qui, enfin, vous avez compris quoi. Et forcément, voir ces personnes ne pas du tout se retrouver dans une société où les femmes sont beaucoup plus représentées qu'avant et voir enfin un personnage principal qui puisse le ressembler un peu plus, aurait dû au moins, au minimum, leur mettre une puce à l'oreille. Parce que qu'on le veuille ou non, certaines personnes ont eu des éducations certes difficiles qui leur ont conduit, à la plupart d'entre eux, à être sexistes ou misogynes. Et c'est pour ça que certains d'entre eux se sont aussi reconnus à Joe Goldberg, car c'était un personnage qui correspondait parfaitement à leur psychologie. Mais justement, le principe du procès, c'était justement de mettre en lumière ces crimes, mais surtout de montrer à quel point ce qu'ils étaient graves, malgré le passé qu'il a subi. Car la question n'est pas de savoir exactement pourquoi est-ce que ce personnage a eu un passé difficile, mais à quel point son passé a fait de lui une horrible personne. Parce que qu'on le veuille ou non, il n'y a rien qui justifie les actes que ce dernier a commis. Et il n'y a rien qui justifie la violence de ce personnage envers les autres femmes. Et surtout, il n'y a rien qui justifie que Joe veuille récupérer son enfant, tout simplement parce que, déjà son enfant, il sait que ce dernier est littéralement un criminel, en tout cas une horrible personne. En gros, tout ça pour dire que si ces personnes, en tout cas les fans de You, se sont identifiés au personnage de Joe comme ça, et ça veut dire que eux aussi devaient avoir leur propre procès d'intention. Parce qu'on vit dans une société où malheureusement beaucoup de gens ont tellement peu de personnalité ou pas du tout de personnalité pour la plupart, qui vont jusqu'à littéralement projeter leur personnalité envers leur personnage, en ne se disant plus qu'ils s'identifient beaucoup envers tel personnage, mais en se disant carrément qu'ils sont ce personnage carrément. Et c'est pour ça qu'à mes yeux on devait largement assister au procès de Joe Goldberg, exactement comme ce qu'on a eu avec Bryce Walker dans 13 Reasons Why, à savoir un épisode entier où on assiste à tout son procès, un épisode tout entier où on a accès à son passé, aux crimes qu'il a commis et à l'impact que ça a eu auprès des proches des victimes. Et je sais plus si sa mère finit en vie à la fin de ses flashbacks, ou en tout cas où on le voit dans un épisode où elle meurt ou si elle est partie, mais ça aurait été peut-être bien d'avoir l'avis de sa mère aussi au sein de ce procès et son témoignage même qui plus est, histoire vraiment d'avoir encore plus de recul sur le personnage, mais en même temps aussi se rendre compte que ce qu'il est devenu à cause de son éducation, c'est aussi un peu à cause de sa mère et qu'elle aussi a sa part de responsabilité à prendre. Et surtout, chaque victime et chaque proche des victimes aurait aussi dû témoigner contre lui pour montrer que face à une personne horrible, on peut pas se permettre de se taire et on peut pas se permettre de garder de silence. Mais il faut toujours l'ouvrir, toujours parler de ce qui nous arrive et toujours faire comprendre à la personne en face ce que l'on subit pour que tout puisse s'arrêter un jour et pour que la misogynie et le sexisme s'arrêtent un jour. Parce que sinon, on continue de le propager au travers un cycle éternel. Voilà très exactement le petit détail qui manquait à la série pour vraiment avoir une fin géniale. En tout cas, avoir vraiment une fin à la hauteur de ce que la série nous proposait. Mais bon, on a une fin bien, et on va se satisfaire de ça déjà. C'est plutôt bien.
Mais bon, je pense que You, un jour, je ferai une vidéo assez complète sur l'intégralité de la série et j'expliquerai exactement en quoi est-ce que être amoureux finit par nous rendre complètement fous. Bon, en tout cas, j'ai fait ma part du travail et je pense que j'ai pas besoin de rajouter plus. Allez, je retourne au montage et merci d'avoir écouté mon avis. Hein. Bon, j'ai une annonce à vous faire, messieurs et mesdames. J'ai pu voir et revoir aussi toutes les séries Netflix qui m'étaient données de voir exprès pour cette vidéo. Et oh putain, j'ai des choses à dire. Oh franchement, j'en ai beaucoup des choses à dire. Bon, déjà pour commencer, on va commencer d'abord par le style visuel de chacune des séries, puisque à mes yeux, elles sont à peu près toutes similaires et ça les rend uniformes au possible. Vous aurez sûrement remarqué que Netflix ont diffusé beaucoup de séries teenagers, c'est-à-dire des séries où t'as des adolescents dans un lycée ou dans un collège, en fonction des âges, mais c'est souvent le lycée, donc on va dire le lycée. Et à mes yeux, pour moi, c'est l'un des meilleures méthodes de diffusion. Ça fait un peu Disney Channel, mais version plateforme de streaming, mais qui est beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus sérieuse, surtout au vu des millions de dollars par mois que Netflix brasse chaque année. Donc forcément, tu te dis, il y aura un peu plus de budget et un peu plus de moyens. À mes yeux, cibler une tranche d'âge entre 25 et 15 ans, à mes yeux, c'est une excellente chose. Ça permet justement de cibler un type de public qui pourrait s'identifier à beaucoup de personnages qui regardent, parce que bon, je pense pas qu'ils aient des modèles suffisamment intéressants, en tout cas mieux que ce que proposait Marvel à cette époque-là, mais au moins ils pourraient s'identifier à des personnes qui vivent plus ou moins la même vie qu'eux, un petit peu à la manière d'un Peter Parker versus Spider-Man, sauf que là, les personnages principaux, ils ont pas besoin de tisser d'étoiles ou de porter un collant rouge et bleu pour vous montrer à quel point ils sont les meilleurs personnages de l'histoire. Mais ce qu'il y a de plus malin, c'est que même les jeunes peuvent s'identifier, mais aussi les parents et les plus vieux, puisque qu'on le veuille ou non, on a toutes et tous été jeunes dans l'histoire. Enfin, ouais, dans l'histoire de l'humanité, quoi, vous m'avez compris. Ce qui fait que du coup, que tu sois jeune, que tu sois 25-30 ans ou en train de fonder une famille, ou alors que tu es toi-même une famille avec des ados de tes côtés, et quoi qu'il arrive, tu peux te reconnaître envers les séries que tu regardes, soit parce que tu as été jeune exactement comme eux, ou soit tu t'identifies aux parents qui sont intensifiés dans cette série. Et grâce à ça, on peut explorer des thèmes super intéressants, que ce soit l'adolescence, la découverte de la sexualité, le harcèlement scolaire, et plein d'autres thèmes encore. Ça fait dire à Netflix que, oh tiens, il y a le style de 13 Reasons Why qui marche super bien dans cette série, du coup on va l'identifier sur tous les autres thèmes de la série. Ce qui fait qu'à cause de ça, chaque série se ressemble les unes aux autres et ne donne pas la sensation d'être unique ou de proposer quelque chose de différent par rapport à la série de base. T'as vraiment l'impression d'avoir affaire à série Teenager A, série Teenager B, série Teenager C, série Teenager G, et ainsi de suite. À savoir, soit on t'installe une énorme plan séquence qui montre tout le lieu de l'école et tout le bahut pour montrer exactement qui range quoi sur son casier, etc. Ou alors on va te montrer des plans fixes ou des plans champ contre champ avec des personnages qui discutent autour d'une table de classe pour savoir exactement quel devoir est-ce qu'il y avait à faire, etc. Mais bon, au final, dans cette série qui parle justement d'école, on ne parle jamais du fait que nos héros, ils font des devoirs à l'école ou suivent des cours à l'école. J'y avais pas pensé. Et comble du tout, eux n'utilisent jamais un réseau social à proprement parler. Alors je me doute que Netflix ne va pas se faire chier à payer des droits auprès de Insta, Snapchat ou même Facebook par exemple, à tout hasard, même si bon, Facebook a déjà été diffusé une ou deux fois. Mais du coup ça donne vraiment l'impression que cette série a été écrite par des trentenaires qui ne savent pas ce que vivent des jeunes sur les réseaux sociaux. Alors je demande pas qu'une série, que chaque série teenager devait automatiquement parler de réseaux sociaux et d'en faire un thème principal. Je dis pas ça, je dis juste que, qu'on le veuille ou non, les effets spéciaux, les réseaux sociaux, excusez-moi, font partie de notre société. Elles font partie intégrante de notre vie et sont aussi responsables de ce qui se passe dans le reste du monde. On s'en sert soit pour voir la story d'un pote pour savoir exactement ce qui se passe dans tel endroit du monde, soit pour voir exactement qu'un gars a posté une nude de telle meuf pour vous dire à quel point, hey, vous avez vu, il y a une meuf, elle a posté une chatte bien huilée, etc., etc. Non, c'est ma chatte. C'est ma chatte. Oh, ça C'est suffit. ma chatte. Merci. C'est ma Merci. chatte. Je comprends que vous essayez Il s'agit de ma Jackson, chatte. Vous ne pouvez pas avoir de chatte. Vous ne pouvez pas avoir de chatte. Mais le problème c'est qu'à force que ce thème soit survolé dans chaque série Netflix, on n'a jamais vraiment l'impression que les réseaux sociaux occupent une part importante dans l'histoire. Limite on pourrait réécrire chaque série, que ce soit dans les années 80, Stranger Things, ou alors dans les années 60, 40 ou une autre année bien plus lointaine, etc. Que ça aurait été exactement la même chose à quelques détails près bien évidemment. En gros pour résumer, ce serait même pas un MacGuffin, ce serait pire que ça, un élément du décor. Tout simplement. Alors que je sais pas, à mes yeux, ce serait important d'en parler, puisque je rappelle que les réseaux sociaux sont en grande partie responsables de la dépression de pas mal de personnes de ma génération dans la vie. Ça n'aurait rien coûté de parler du fait qu'une photo est aussi importante dans la vie d'un personnage, et ça, 13 Reasons Why en parlait très bien. Ou de parler du fait que donner un ordinateur ou un téléphone à quelqu'un de non négociable et qui surtout ne donne pas du tout envie de le fréquenter, pourrait nuire à beaucoup de gens autour de lui. Parlons maintenant d'un sacré point faible dans la raquette. La diversité. Alors, j'en ai déjà parlé des milliers de fois sur cette chaîne, mais je le redis ici bas. La diversité, à mes yeux, c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, je trouve même ça très bien que l'on mette un peu de diversité dans l'audiovisuel. Seulement, comme je l'ai précisé dans ces deux vidéos, la question va être de savoir comment est-ce que tu vas mettre cette diversité en avant. Parce que c'est bien de mettre en avant les femmes, les noirs, les arabes, les musulmans, les personnes LGBT, etc. Pour moi, à mes yeux, c'est une très bonne chose. Mais la question, ça va être de savoir est-ce qu'ils seront bien mis en place. Par exemple, vous avez toutes et tous vu Senseiya. Bon.
Pas tous, puisque je pense que c'est quasiment d'une autre génération, mais disons qu'en gros dans cette histoire, nous avons 5 hommes qui représentent chacun une part de la virilité masculine et de ce qu'elle représente dans notre société. Et Sean, un des 5 personnages masculins, est le personnage le plus efféminé du groupe et montre que oui, je suis peut-être un homme, et je suis peut-être le plus faible du groupe, et surtout le plus efféminé, et surtout celui qui paraît le plus inoffensif, et pourtant j'ai prouvé grâce à ma force, et surtout au pouvoir de mon cosmos, que j'étais malgré tout capable de faire preuve d'une énorme puissance. Sur Netflix, ils ont fait une adaptation, bon déjà moche, mais vraiment dégueulasse au possible. Même le film en 3D sorti en 2015 était 10 fois plus beau. Et pour rajouter un peu de diversité et un peu de féminité, ils se sont dit que c'était une bonne idée de faire de Sean une femme, mais sans changer sa personnalité. Du coup, ce qui fait qu'on n'a pas affaire à un homme un peu efféminé, qui sait pas trop contrôler sa force et qui s'en fait. Non, là maintenant on a affaire à une femme très efféminée, mais qui du coup a du mal à contrôler sa force et a du mal à vouloir faire du mal aux autres. Traduction, on a fait un gros cliché féminin sur pattes. Voilà, allez, niquez-vous, c'est pas terminé, au revoir. Et encore, il y a une autre fois où ça a été plus insultant que d'autres. Connaissez-vous le film Athéna? C'est un film qui parle de gars de la cité qui sont en guerre avec les Hamdek, justement parce que il y a eu un mort dans la cité. Et là, je me suis dit, putain, avec un speech aussi accrocheur, je pense que ça va être un film génial. Peut-être que ça va être mieux que Les Misérables sorti quelques années plus tôt. Oui, et c'est l'erreur. Ce que je cherche à montrer à Athéna ici-bas, c'est de faire de la diversité auprès des personnes arabes et issues des milieux de la cité. Genre, en gros, il parle à moi pour vous faire simple. Et comment vous dire que je vous en veux juste pour ça? Parce qu'à force de montrer les arabes de cité de cette façon, on donne raison à des conservateurs qui font que dire ah, vous avez vu là, ces jeunes là dans les cités et tout ça, c'est eux qu'il faut virer, renvoyer dans leur pays, et ils foutent bordel en France et détruisent notre culture. Parce que ouais les gars, spoiler alerte, mais Athéna ne nous montre pas du tout des personnages qui sont héroïques dans leur bravoure, mais nous montre des gars de la cité qui sont des anti-héros. Et c'est sensiblement différent. Les mecs, ils ont essayé de nous faire une sorte de Scarface, sans Tony Montana qui réussit et qui nous montre à quel point la réussite peut mener à être dangereux. Et je suis désolé de vous dire ça, mais moi j'appelle pas ça de la représentation, j'appelle tout simplement à être insulté. Aussi simple que ça. Et franchement ça c'est dommage puisque le film commençait tellement bien avec un plan séquence tellement bien parti. Ça se trouve les mecs ils ont mis 4 ans à essayer de le faire parfaitement correctement, mais au final on nous a donné une merde comme ça et franchement j'ai vraiment le seum. Ceci dit, le pire ça a quand même été adressé aux personnes LGBT. Mais bon, j'en ai fait toute une vidéo juste ici, donc si jamais vous voulez aller voir, y a pas de souci. Alors sans essayer de m'attarder sur les détails, nous avons en gros Eric qui se retrouve un petit peu asservi par Adam, limite même harcelé scolairement, jusqu'à ce que le mec finisse par tomber amoureux, je sais pas, à cause d'un syndrome de Stockholm ou je sais pas trop quoi. Et après ça ils finissent par tomber amoureux, finissent ensemble et essaient d'avoir un petit peu de relations amoureuses et sexuelles bien construites. Alors que je rappelle qu'à la base, c'est le jeune blanc harceleur sur le noir qui se fait harceler par la personne qui finit par tomber amoureux par ce dernier. Non mais tu comprends, ça c'est juste pour faire le truc là, tu sais, le fameux l'amour, pas la guerre, les capotes, c'est moins cher que les bombes nucléaires, c'est ça que raconte cette relation en fait, c'est montrer que faut arrêter de se battre pour des différences, des discriminations, et il faut s'accepter comme tel. Ça se trouve tous les politiciens, eux ils sont homosexuels, hein, c'est pour ça qu'ils s'envoient des bombes nucléaires, ils veulent juste s'envoyer leur... excuse-moi entre les jambes quoi, tu vois. Alors ouais, sur ce point je suis d'accord, seulement sur le papier. Honnêtement, à mes yeux, dans la série, montrer un Eric quasiment efféminé mais qui en passe pour un autre garçon, à mes yeux, ça me suffisait amplement. Mais pas Adam, je veux dire, il y avait n'importe qui sur lequel Eric aurait pu tomber, exemple ce que ça arrive dans la saison 3, mais au final, ouais, il est tombé sur la personne qui lui a fait le plus de mal de sa scolarité. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait à Eric dans la saison 4, à mes yeux, c'était la meilleure chose à faire. Là, c'est de la bonne représentation des personnes LGBT au sein de la religion. Déjà, je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement tabou, même dans notre propre société. Donc à mes yeux, il faut vraiment avoir des balls pour vraiment en parler et poser ses couilles sur la table, littéralement, pour pouvoir aborder ce genre de sujet et le fait d'accepter une personne gay ou lesbienne ou même trans au sein d'une religion. Là c'est la religion chrétienne, donc j'ai hâte que pour l'islam ce soit plus ou moins la même chose parce que... Et si seulement c'était le cas pour tout le monde, si seulement c'était le cas pour tout le monde. Genre à tout hasard, Robin qui elle aussi a une relation lesbienne au bout d'un moment dans la saison 4. Moi franchement j'aurais aimé que ce soit une relation un peu plus développée dans la série, mais au final elle a littéralement été transformée en 2 personnages en détresse. Genre 2 princesses qu'il faut à tout prix sauver. Pareil, Will qui fait enfin son coming out. J'étais enfin content de me dire que l'on va enfin avoir un Will qui a surmonté ses problèmes d'abus pour ensuite comprendre que l'homosexualité ne vient pas du fait qu'il se soit fait abuser, mais du fait que finalement ils sont pas si bien avec des filles, finalement être avec des garçons c'est pas si mal, mais le simple fait qu'il y ait été mis de force, là vraiment forcé à se remettre en question et à se demander s'il était vraiment normal. Et à mes yeux le coming out c'était vraiment le premier pas vers un thème intéressant à aborder, surtout au milieu du combat final. Mais bon, dommage que ce combat final n'aborde jamais ce thème là. Plus de détails dans cette vidéo. Ouais, je vous rends accro à YouTube à force de vous suggérer autant de vidéos les gars, je sais. Mais bon, bienvenue dans ma folie hein. Et dernier point important à aborder, et ce sera sûrement le point le plus important dont il faudrait parler, le mode de diffusion. Oh putain, qu'est-ce que ça faisait chier chaque série ça.
Alors, pour que je sois un peu plus clair avec tout le monde, comment se passe la diffusion d'une série, tout ce qu'il y a de plus normal? Eh bien, de base, vous avez deux façons de la diffuser. Tout d'abord, vous avez la première, à savoir diffuser une série entière avec tous les épisodes en question. Ça, c'est un peu une méthode qui est arrivée de base avec Netflix aussi, mais je pense que c'était un peu arrivé avant. En gros, pour faire ça, vous avez une saison entière avec plein d'épisodes entiers que vous pouvez regarder quand vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Mais il y a la deuxième méthode qui est arrivée, je crois, qui est là depuis toujours à peu près, c'est le mode de diffusion en mode un épisode par semaine. C'est-à-dire chaque semaine, t'as un épisode qui t'est donné et tu dois le regarder pour savoir exactement ce qui se passe dans l'intrigue. En gros, cette espèce de rendez-vous hebdomadaire nous donne vraiment l'impression d'être actif dans cette saison et de donner l'impression qu'il se passe des choses à chaque épisode. Du coup, ça crée une montée en hype énorme qui nous donne envie de voir la suite, mais qu'on est obligé d'attendre la semaine prochaine, créant une hype énorme et nous remettant en question sur les séries que l'on regarde en général. Et ça avait un buzz de fou dans les années 2000 et 2010. Et Netflix, ils ont inventé un troisième mode de diffusion. Ouais. Alors attendez, j'essaie de contrôler mes doigts, mais... C'est-à-dire qu'en gros, tu auras un moment où une moitié d'épisode, enfin une moitié de saison sera diffusée à tel temps, dans un moment donné précis de je sais pas quel mois ou quel jour, et ensuite tu auras l'autre moitié de saison qui arrivera bien plus tard, on ne sait pas quand, mais en gros tu auras la suite un peu plus tard. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, je vais vous expliquer. Par exemple, en septembre 2021, t'avais la première moitié de la saison 5 de La Casa de Papel qui était sortie, histoire de conclure la série. Ça se terminait sur la mort de Tokyo. Une très mauvaise idée d'ailleurs pour mettre en avant cette série, mais bon, ça c'est un autre détail. Puis l'autre moitié sortait en décembre 2021, soit 4 mois plus tard. Et entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, très peu de gens en ont parlé. Ils ont eu la fin que certains auraient peut-être voulu, d'autres ont eu la fin qui leur plaisait pas trop. En bref, c'était nul. Vraiment, c'est un très mauvais mode de diffusion. Déjà que la saison 5 elle est pas terrible, mais alors si tu divises tes deux saisons en deux parties, mais ça va couper mais toute hype. Et vous allez me dire pourquoi? Et ben c'est très simple, parce que tu vois une première partie de série où tu te dis putain là la saison elle commence à devenir incroyable, etc. Et être obligé d'attendre le mois suivant pour ensuite apprendre qu'au final bah il s'est passé pas grand chose, ce qui fait qu'on t'a monté la sauce pendant tel combien d'épisodes ou je sais pas combien. Tout ça parce que Netflix ont perdu 100 000 abonnés. Car oui, selon eux, si Netflix diffusait leur saison en deux, ça leur permettait de maintenir un suffisamment grand nombre d'abonnés sur la plateforme, histoire qu'ils puissent suivre leur série. Et surtout, rester abonnés sur la chaîne un peu plus longtemps pour qu'ils puissent payer 19, 20 euros par mois. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Netflix, fallait payer 5 euros par mois. Il s'est pas passé quelque chose là? Et oui, c'est principalement pour ça que des gens ont commencé à fuir un peu la plateforme Netflix. Parce que rester abonné à 20 euros par mois, tout ça pour voir des séries qui sont pas si ouf que ça et qui surtout ont des mauvaises fins pour la plupart et qui surtout ont des styles complètement similaires aux autres, bah forcément ça donne pas du tout envie de rester sur la plateforme. Surtout quand on regarde ce que les autres plateformes proposent à côté. Et puis Netflix, je vais vous dire un truc, mais les programmes qui sont les plus regardés de vos plateformes, et bah ce sont les animés. Ouais, des animés qui ne sont même pas deux. Pour dire. À quel niveau est-ce que les programmes exclusifs que tu proposes soient si nuls que tu es obligé d'aller regarder autre chose à la place? À quel niveau? Vraiment. Donc voilà, je sais pas ce que le comité de communication de Netflix ont fumé pour avoir ce genre de solution, mais vraiment, la solution, elle est catastrophique. Et surtout, ça se voit que ça a eu un effet à court terme, puisque la majorité des séries qui ont adopté ce genre de solution, soit elles sont déjà terminées, donc du coup, on verra pas les conséquences que ça a eu, et puis surtout, ça a participé à amoindrir le niveau de hype de chaque série qui regardait juste après. Soit ça a pas du tout donné envie de voir les suites de séries, surtout quand les saisons se terminaient sur des cliffhangers énormes qui annonçaient des suites épiques, qui au final ne sera pas beaucoup vu par pas mal de gens. Et vous voulez savoir à quel point c'est du foutage de gueule à mes yeux? Et ben c'est très simple. Moi, à chaque fois qu'il y avait une moitié de saison qui sortait et tout ça pour qu'une autre moitié de saison allait sortir plus tard, ben moi j'attendais la deuxième moitié, comme ça moi je pouvais tout m'enchaîner d'un coup et j'avais pas à faire chier à attendre. Hein. Bah ouais, moi j'ai pas de temps à perdre, hein. Moi j'ai d'autres séries à regarder les gars, vous attendiez à quoi? Genre comment ça je vous diffuse une moitié d'épisode ou une moitié de série et vous attendez la fin juste après? Non mais c'est comme si on regardait un film avant de donner au cinéma et puis ensuite l'autre moitié du film serait diffusée mais à la séance suivante. Ouais, payer pour 2 fois la place de CD, déjà ça serait chiant, mais heureusement que chez Netflix ce genre de méthode ça n'existe pas, hein. Enfin j'espère pas encore, hein. Mais bon, certains d'entre vous vont sûrement me dire bah tu sais ça va pas nous empêcher de regarder nos séries préférées quoi qu'il arrive. Je veux dire, nos séries elles seront toujours diffusées, ça c'est pas la question, c'est même pas le problème. On s'en fout de savoir quand ce sera diffusé ou pas, l'important c'est que nous on regarde et qu'on ait aucun problème de diffusion. Alors oui, heureusement, on n'aura aucun problème de diffusion, sauf si bien sûr Netflix décide de gâcher notre diffusion.
et ce d'une manière bien distincte. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allé revoir K-Pop Demon Hunter, et je vous le dis, j'ai complètement adoré ce film, je l'ai même mis dans mon top 5 des films de l'année, encore une fois, sauf qu'à un moment donné, il y a un extrait comme ça qui m'a gâché l'histoire. I knew they would. That one's always looking at me. Et dans Stranger Things, putain, c'est encore pire. Je vous assure, je voulais prendre mon kiff, mon pied devant une série pareille. Sauf qu'à un moment donné, pendant tout le long de la série, il s'est passé ça. This is Derek. This flashlight is the Squawk radio tower. This is Will. This is Hawkins. And this is the rest of the Turnbow family. This is Holly. And the Slinky is the bridge. This, of course, is Max. And this is the Upside Down. La surexplication des informations, le plus gros fléau de la plateforme qui n'a jamais envahi Netflix. Pour ceux et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail. Dans un film et une série, tout ce qu'il y a de plus normal. Lorsque vous regardez une intrigue qui semble importante et qu'on vous explique une information importante à comprendre, soit on vous l'explique textuellement une seule fois, ou alors si on vous prend vraiment pas pour un con, on vous montre l'information à comprendre en une seule et unique image pour que vous ayez l'information dans votre cerveau et puissiez suivre votre média tranquillement sans aucun problème. Mais chez Netflix, tu regardes un média et on est obligé de te le diffuser 40 fois pour que tu puisses comprendre au mieux l'information. Bon, j'abuse un peu 40 fois, mais normalement c'est 2 à 3 fois dans certains cas. Tout ça parce qu'il y a des mongols qui sont sur leur téléphone à regarder devant leur écran sous prétexte qu'ils ne sont pas capables de rester concentrés plus de 3 secondes devant leurs médias. Putain de bordel de merde, bande de troglodytes que vous êtes. En gros, sous prétexte que des petits cons qui sont sur leur téléphone ne sont pas capables de suivre une série, vous êtes obligés de faire subir ça à des gens qui sont concentrés sur des séries parce que eux ils sont intéressés par l'intrigue au minimum. Le principe du show don't tell, c'est de montrer justement plutôt que dire. Et vous avez décidé de foirer cette information et surtout de vouloir tout raconter textuellement comme si on était des débiles mentaux attardés, incapables de comprendre une intrigue. Et vous voulez voir justement l'état de la plateforme et des réseaux sociaux à cause de cette simple petite prise de décision? Et ben voilà, tenez, regardez, des gens qui se plaident, des gens qui sont obligés de faire des réels pour vous faire comprendre à quel point cette idée est débile. Même Matt Damon a été obligé de répondre à cette alternative tellement c'est complètement con. Sans déconner, l'état de Netflix après cette simple prise de décision de leur part a eu des conséquences titanesques. Je crois que je n'ai jamais vu une série Netflix ces dernières années où il n'y a pas eu autant de surexplications juste à cause des réseaux sociaux. Ou peut-être à cause d'eux, on ne sait pas. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, imaginez, vous regardez une série, il y a un épisode qui est plutôt cool et dans cet épisode vous avez une information qui vous est donnée au début, puis ensuite on vous la donne à la fin de l'épisode pour vous faire comprendre que cette information est hyper importante pour la compréhension de l'intrigue. Les images, les gars, vous filmez avec quoi, putain? Je veux dire, pour vous dire que quelqu'un est en train de mettre ses AirPods dans ses oreilles pour écouter de la musique, je vais pas être obligé de le dire textuellement pour vous faire comprendre, comme je suis en train de vous montrer à l'image, parce que des fois, une image, ça vaut plus que 1000 mots, et vous, ça, vous n'avez toujours pas compris à quel point c'était con. J'ai vraiment l'impression d'avoir donné un constat amer à la Kerry James tellement il y avait de choses à dire. Mais au moins j'ai pu tout dire. On va essayer de conclure un peu au minimum. Vous vous souvenez au début, je vous avais dit que les PDG de Netflix, en réalité, c'était pas des mecs issus vraiment de l'audiovisuel. Ouais non ça, je t'ai peut-être pas aimé cette information, mais en gros pour comprendre. Comme je vous ai dit au début, les deux PDG étaient soit issus d'une université de mathématiques ou de psychologie, soit certains ont travaillé dans l'immobilier à un temps, et du coup, ils ont créé cette plateforme, non pas pour divertir des gens ou parce qu'ils s'y connaissaient un minimum au cinéma, ou alors parce qu'ils voulaient se faire un petit peu d'argent à travers de la passion, mais juste parce qu'ils ont voulu se faire de l'argent et du bénéfice uniquement pour avoir bénéficié sur une plateforme qui a révolutionné le milieu de l'audiovisuel. Alors soyons honnêtes, Netflix, ils savent gérer des bénéfices, ils savent comment diffuser leurs séries, ils savent comment faire de la communication autour d'elles. Cependant, ce qu'ils savent pas faire, c'est faire durer leur qualité de leurs séries, et ce qu'ils savent surtout pas faire, c'est de proposer de la qualité en continu au travers de ces certaines séries, notamment celles que je vous ai citées tout du long. En fait, Netflix ne sont pas capables de se mettre à la place du spectateur, tout simplement parce qu'elle est incapable de l'être et n'est pas capable de se mettre à leur place. Tout ce qui intéresse Netflix, c'est de se faire de l'argent. Les mecs sont tellement stressés à l'idée de sortir une série ou un film qu'ils ont peur que certaines personnes se barrent à la première vision d'un seul épisode d'une série ou d'un film en particulier. Par exemple, le Frankenstein de Guillermo del Toro. Bon, là, je suis d'accord pour dire que ce film est un chef-d'œuvre, pas de souci. Mais ce qui m'a le plus gêné dans ce film, c'est que tout est raconté en flashback. Pourquoi ?
Bah parce que Netflix, ils ont eu peur à la sortie du film que les gens n'accrochent pas directement au film et décident de passer complètement à autre chose. Et là, j'en vois certains venir me dire « Oh, tu sais, hein, certaines séries Netflix, tu t'es pas plaint, parmi certains étaient réussis, hein, du genre... ouais, Arkham par exemple, je sais pas, hein, tout hasard. Et ma gueule, tu veux que je te dise ? En vrai, t'as complètement raison. Oui, certaines séries étaient qualitatives, mais ça, c'est pas grâce à Netflix. C'est parce qu'il y a eu des artistes à l'époque derrière. Par exemple, pour te citer l'exemple d'Arcane, faut savoir que Fortiche, c'est leur toute première série qu'ils ont fait. Ouais, et ils ont eu aucun appui de la part de Netflix ou même de qui que ce soit. Et en plus, ils étaient en étroite collaboration avec les créateurs de League of Legends. Normal, tu me diras, puisque la série est dérivée de là. Donc c'est eux qui veillaient à ce que le respect de l'œuvre soit fait. Et surtout, c'était des fans qui ont bossé sur cette œuvre, sachant que c'est la toute première œuvre sur laquelle ce studio bosse. Car elle a été fondée littéralement que pour ça. Et c'est qu'après que Netflix soit tombé dessus vraiment par hasard qu'ils se sont dit que ce serait une bonne idée de le mettre sur le catalogue, histoire d'avoir un support sur lequel diffuser. Squid Game, eux, ils y croyaient même pas. Ils pensaient que ça allait se vautrer, que ce serait horriblement nul à chier, que ça marcherait jamais. Résultat des cours, ça a tellement été un phénomène que même en cours de récré, on pratiquait ces jeux. Et dites-vous que des exemples comme ça pour plein de séries, il y en a plusieurs. Vous pourrez même rechercher par vous-même si vous voulez sur le net. Mais tout ça pour dire que, les séries Netflix qui ont été créées par Netflix, créé, je mets de grosses guillemets dessus, c'est pas vraiment Netflix qui en sont les responsables. Peaky Blinders, ça a été racheté après par Netflix, vraiment quand la série a commencé à prendre de l'ampleur. Et remarquez ceci, quand Netflix se met de leur propre projet, c'est souvent à partir de là que ça part en couille. Après on pourrait me dire au final que oui, Netflix finalement il est pas différent des autres studios de Hollywood par exemple, que ce soit Paramount, Universal ou même à tout hasard Disney. Oui justement, sauf qu'à la différence de ces derniers que je viens de vous citer, de leur côté, eux, ils ont une histoire. Ils ont tout un background qui a fait en sorte à ce que le cinéma soit ce qu'il est aujourd'hui. Paramount, Universal et même Disney sont des studios qui ont été créés il y a déjà plus de 100 ans. Et 100 ans, c'est très très long. Donc forcément, peu importe les PDG qui rédigeront le studio en question, peu importe à quel studio est-ce qu'ils hériteront ces mêmes PDG, quoi qu'il arrive, ils ont quand même une histoire et toute une grande charge à prendre en compte. Ils ont des grandes responsabilités à faire tenir, histoire de faire vraiment tenir ce studio, parce que ce sont des studios qui ont vraiment marqué leur histoire et leur empreinte. Des studios qui, à la base, dès le début, ont été créés par des passionnés, pour des passionnés, afin de rendre justice à des passionnés. Netflix, eux, c'est tout l'inverse. Ce sont juste des gros entrepreneurs montés jusqu'en Californie pour essayer de monter leur propre boîte, histoire de montrer exactement ce dont ils étaient capables en termes d'entrepreneuriat. À aucun moment, ils ont fait ça par pur plaisir et par pur amour pour le cinéma. À aucun moment, ils se sont dit que ce serait bien de rendre justice à des fans. Au contraire, tout ce qu'eux voulaient faire, c'est du bénéfice. Et c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive, ça sera toujours la motivation de ce studio. Car oui, qu'on le veuille ou non, Netflix est devenu un studio, c'était peut-être même une entreprise. Et quoi qu'il arrive, cette entreprise ne fera jamais plus que de vouloir faire du bénéfice. Laissant de côté les passionnés faire ce qu'ils essaient de faire, chapeautés par des studios qui font que leur imposer une façon de fonctionner, alors que ces derniers s'y connaissent moins que les passionnés qui s'engagent eux-mêmes. Et je terminerai sur un homme précisément. Connaissez-vous Ben Ramsey ? Certains d'entre vous doivent le connaître puisque c'est lui le scénariste de Dragon Ball Evolution. Oui, vous m'avez bien entendu. Alors certes, il a quand même fait une œuvre plutôt décriée, on est d'accord. Cependant, il a quand même présenté ses excuses envers les fans pour avoir créé une telle ignominie. Mais dans ses excuses, il a quand même dit une phrase très importante que je vais vous lire. J'ai participé à ce projet en espérant décrocher un gros chèque. Pas en tant que fan de la série, mais en tant qu'homme d'affaires qui entame un projet. J'ai appris qu'entreprendre une œuvre créative sans passion ne peut pas provoquer de résultats optimaux et parfois des déchets. En tant que fan d'autres séries, je sais ce que ça fait d'être déçu après des attentes sur quelque chose qu'on aime. Je tiens sincèrement à m'excuser envers tous les fans de Dragon Ball. J'espère que je pourrai me rattraper en créant quelque chose de vraiment cool et divertissant qui vous plaira et qui vous passionnera. En gros, pour résumer, si on fait des œuvres uniquement pour le pognon, on ne fera jamais que des déchets. C'est pour ça, quoi qu'il arrive, quand on bosse sur un projet intéressant, il faut toujours être passionné par ce que l'on fait. Et même si les résultats pourraient paraître mitigés, ce sera toujours mieux que d'avoir fait quelque chose uniquement pour le chèque. Comme il le dit si bien. Donc vous comprenez, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de regarder des programmes Netflix. De toute façon, il n'y en a plus un seul qui m'attire plus qu'un autre. Quoi qu'il arrive, je me tire, je me barre d'ici, il n'y a plus rien qui m'attire et... Vous savez quoi? Allez, juste une petite dernière et après promis on arrête là. Ce sera fini, après ça, et allez, bonne journée à vous.